Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Kangouline Adidjet, chargée de communication chez Wati. Et au nom de Wati, d'Irlande au Sénégal, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette discussion virtuelle que nous co-organisons euh, dans le cadre de la série de discussions sur le thème Maintenir les filles à l'école en Afrique de l'Ouest. Quelles leçons tirer des différents pays du monde? Cette série de discussions vise à explorer les initiatives menées dans diverses régions du monde pour favoriser la scolarisation et le maintien des filles à l'école et aussi à réfléchir ensemble aux enseignements qui pourraient être adaptés au contexte africain, ouest africain. Dans ce contexte, je tiens chaleureusement à remercier l'ambassade d'Irlande pour son engagement constant dans le cadre du projet Renforcement et transformation des systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest, dans lequel s'inscrit la discussion de ce jour. Je tiens également aussi à remercier très chaleureusement Madame la professeure Marie-France Lange pour sa disponibilité en ce jour. Sa présentation, sa biographie sera faite ultérieurement par ma collègue Mariam Sissé avant le début des échanges. Je suis consciente que les échanges à venir seront très riches, donc je ne vais pas être très longue. Je vais sans plus tarder laisser la parole à Monsieur Gilles Yabi, directeur du think tank Wati, pour son mot d'ouverture au nom de Wati. Merci beaucoup, Adji. Merci à toutes et à tous. Merci à Madame Marie-France Lange, qui est donc notre invitée aujourd'hui et qui est directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. À nouveau, elle va être présentée avec plus de détails tout à l'heure par Marie-M. Cissé, mais je signale que nous avons vraiment le plaisir d'avoir avec nous une personne qui a travaillé pendant de très nombreuses années sur le thème spécifique de l'éducation des filles, de la scolarisation des filles. Et cette discussion, ce dialogue rentre dans le cadre de notre réflexion collective sur la transformation des systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest. Le volet égalité garçon-fille, le volet maintien des filles à l'école, inscription, mais aussi maintien des filles à l'école, parce qu'en fait, beaucoup de progrès ont été réalisés dans la plupart des pays africains dans la scolarisation des filles. Le défi qui nous semble être aujourd'hui encore très important, c'est celui de leur maintien à l'école, notamment au niveau secondaire et au-delà, où on a généralement une chute assez significative par rapport aux garçons. Et bien sûr, on a aussi des variations importantes d'un pays à l'autre. Il nous semblait important de poursuivre la série que nous avons depuis plusieurs mois maintenant, depuis même l'année dernière, sur les systèmes éducatifs, avec toujours une volonté de décortiquer, disons, les grands problèmes en sous-problèmes, de manière à pouvoir aller plus loin dans la compréhension des défis et surtout dans l'élaboration des réponses possibles. Et je me réjouis chaque fois aussi du partenariat avec l'ambassade d'Irlande au Sénégal. Aujourd'hui, nous n'avons pas un représentant pour l'ouverture, mais je sais que ils sont très attachés à ce partenariat avec Wati. Et je signale souvent le fait que l'Irlande, notamment, est un pays qui a été aussi une ancienne colonie et qui a une approche au fond, très marquée aussi par cet héritage et surtout qui nous montre qu'en quelques décennies, on peut passer de pays à revenus très faibles, c'était le pays le plus pauvre quasiment d'Europe pendant longtemps, à un pays aujourd'hui avec les niveaux de revenus les plus élevés, mais surtout avec des indicateurs de développement humain également qui sont parmi les meilleurs en Europe et dans le monde. Et cela s'est fait essentiellement par une volonté politique très forte, mais aussi par un investissement massif dans tout ce qui concerne le capital humain, l'éducation à tous les niveaux, mais aussi le fait de vouloir s'assurer que les filles aient les mêmes chances que les garçons dans les systèmes éducatifs et dans la formation au niveau universitaire et dans les formations techniques et scientifiques aussi. C'était d'ailleurs l'objet du tout premier événement que nous avions organisé, Wati et l'ambassade d'Irlande. Donc cette discussion cet après-midi, elle s'intègre dans ce cadre général. Pour nous, malgré ce qui se passe dans la région, malgré les défis politiques, sécuritaires, nous devons continuer à maintenir l'accent, l'intérêt sur des questions structurelles qui
de notre point de vue, sont les plus déterminantes. Évidemment, la question du capital humain me semble être absolument fondamentale pour tous les pays africains, lorsqu'on connaît en particulier aussi les caractéristiques démographiques de notre continent et de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Donc, je ne vais pas faire une introduction longue, je voulais simplement situer à nouveau cette discussion dans le cadre général des activités de Wati et de l'accent que nous mettons sur le capital humain dans toutes ces dimensions, et à nouveau remercier chaleureusement notre invité et je suis très impatient, comme je pense les participantes et les participants qui nous ont rejoints, d'écouter Madame la directrice de recherche Marie-France Lange sur cette question. Et donc, je vais redonner tout de suite la parole à ma collègue Adji, qui va probablement la passer à ma collègue Mariam. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et à nouveau, bonne discussion à nous. Merci. Merci beaucoup, Gilles, pour ce propos introductif substantiel qui rappelle encore une fois l'importance de l'éducation au sein des travaux de recherche de Wati. Et encore une fois, c'est un plaisir d'avoir notre invité aujourd'hui qui saura nous enrichir, notamment par rapport à son expérience. Dont on fera la connaissance tout à l'heure avec Mariam Cissé. Avant cela, je tiens quand même à rappeler à tous nos participants que toutes les discussions sur le thème de l'éducation ou sur d'autres divers thèmes sont toujours disponibles en replay sur notre page YouTube. Et on vous invite aussi, si vous avez manqué la première session de discussion sociale sur ce thème-là, à aller sur YouTube et à aller regarder le replay disponible là-bas. Donc, je vais à présent laisser la parole à ma collègue Mariam Cissé et en nous souhaitant quand même de très, très, très bons échanges courtois et dans le respect. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adi. Bonsoir à tous les participants qui nous suivent et qui cet après-midi sur Zoom et les participants qui sont en train de nous suivre également sur le Facebook Live. Mariam Cissé, co-modératrice de cette session. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons pour cette discussion, comme Adi et Gilles l'ont rappelé, qui s'inscrit dans le cadre d'une série qui s'intéresse au maintien des filles à l'école en Afrique de l'Ouest et surtout voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer d'initiatives, de politiques qui ont marché dans d'autres pays du monde et pour pouvoir tirer des enseignements pour les répliquer dans notre région. Juste avant de faire la présentation de notre invité, rappelez aux participants que cette discussion est également disponible en anglais. Donc, pour ceux qui souhaitent suivre la discussion en anglais, il y a l'interprétation qui est disponible. Juste cliquez en bas à gauche de votre écran sur la partie audio, anglais ou français. Et donc, pour cette discussion de cet après-midi, nous avons comme invitée Madame Marie-France Lange, qui est chercheuse, directrice de recherche et éducation et experte en éducation des filles et politique éducative des pays du Sud. Elle est spécialiste de sociologie et de politique de l'éducation des pays du Sud, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Elle est directrice de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Elle est membre également de l'unité de recherche Centre Population et Développement de l'Université Paris-Cité. Et le Centre Population et Développement est une unité mixte de recherche qui est pluridisciplinaire de sciences sociales ayant pour tutelle l'Université Paris-Cité et l'Institut de recherche pour le développement. Ces champs de recherche tournent autour de l'expertise. Elle a une expertise scientifique de plus d'une trentaine d'années, comme elle l'a rappelé, sur l'éducation des filles, la sociologie de l'éducation, les politiques éducatives, les systèmes scolaires, les stratégies familiales d'éducation et la privatisation de l'éducation, entre autres. Elle a été la coprésidente du comité scientifique pour l'organisation de la conférence internationale Éducation des filles et formation des femmes dans l'espace francophone, défis, bonnes pratiques et pistes d'action en 2018 et 2019. Elle est également, en tant que chargée de recherche, directrice de recherche, auteure de plusieurs ouvrages et articles scientifiques. Nous vous remercions chaleureusement, Madame la directrice, d'avoir accepté cette invitation de Wati et de partager ce moment d'échange avec nous. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, juste rappeler que la discussion est organisée en différents temps. On aura d'abord, bien sûr, on va écouter Madame Marie-France Lange sur différents éléments sur les obstacles à l'éducation des filles, mais surtout sur les politiques éducatives qui ont les plus marché pour maintenir les filles à l'école. Ensuite, on aura un moment d'échange avec les participants qui souhaitent prendre la parole directement pour apporter leur contribution ou poser des questions à notre invité. Et ensuite, on aura un dernier temps de discussion où on va recueillir les recommandations de notre invité. Et
Pour commencer, la première question que je vais vous poser, professeur, c'est pour revenir un peu sur le contexte, bien sûr, des obstacles communs à l'éducation des filles. C'est quels sont aujourd'hui, selon vous, les obstacles qui sont les plus fréquents à la scolarisation des filles et comment est-ce que ces défis-là varient entre les différents pays? Vous avez la parole. Oui, donc les principaux obstacles, j'avais identifié d'abord l'éloignement de l'école. C'est-à-dire qu'il y a encore des régions où l'école est trop éloignée. On peut avoir des indications par pays, je le cite dans le PowerPoint, toutes les enquêtes ménages dans tous les pays, qui ont lieu dans tous les pays, on a la distance des populations par rapport à l'école. Et donc, la distance, on sait que c'est, par exemple, au Mali, je n'ai pas cité toutes les, mais il y a encore à peu près 5% d'enfants qui ont une école primaire à plus d'une heure de leur domicile. Et là, on sait que les filles n'y vont pas, hein, c'est clair. Parce qu'une heure aller, une heure retour, il y a des problèmes de sécurité, les parents ont peur. Et en plus, bon, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas du tout participer aux tâches comment, ménagères et que les filles ne peuvent pas aller à l'école si c'est des distances comme ça. Et dans tous les pays, on a ces problèmes-là. En Asie, il peut y avoir aussi ces problèmes-là, dans les zones de montagne, dans les zones isolées, sur les îles. Et puis, après, ça, on a ce problème dans tous les pays du monde, les populations nomades, puisque c'est très difficile d'arriver à les scolariser. Voilà. Donc, l'éloignement de l'école, en Afrique, ça concerne plus spécifiquement donc, les zones rurales, évidemment, parce qu'en ville, maintenant, il y a des écoles accessibles facilement. Le deuxième obstacle, et ça, il faut toujours s'en souvenir, c'est le coût de l'éducation. Ça, c'est pareil. Toutes les enquêtes ménages menées en Afrique indiquent que les populations à oui, je regarde, il y en a, ça y est aussi. Toutes les enquêtes ménages menées en Afrique indiquent que les populations, à l'exception évidemment des classes sociales très aisées, ne peuvent consacrer à l'éducation qu'une part très faible de leur budget. Il faut savoir que la première chose, ça va être à payer, c'est le logement, la nourriture, la santé, l'eau, et c'est seulement s'il reste de l'argent qu'on va payer l'éducation. Donc ça, le coût de l'éducation, c'est partout. Tous les pays qui ont réussi à généraliser l'éducation primaire, ils ont fait l'éducation au moins gratuite en primaire. Parce que sinon, il y aura toujours des populations qui ne pourront pas aller à l'école. Ça a été le cas, par exemple, du Vietnam, d'autres pays d'Asie, où il y a eu, en effet, la, la gratuité obligatoire, même si elle n'a pas été appliquée, mais ça, on remarque ça partout, hein. En Afrique, en Asie, les États décident de la gratuité et à l'intérieur des écoles, on s'aperçoit qu'il y a des frais qui reviennent et qui sont imposés aux parents. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller aussi. En France aussi, c'est surveillé. Il y a des lois. On n'a pas le droit de faire acheter des choses aux enfants qui ne sont pas nécessaires, etc. Bon, j'avais noté le cas du Mali. Vous voyez que la part du budget à l'éducation est très faible, hein. 1,1% de leur budget trimestriel va à l'éducation pour les urbains et 0,1% pour les ruraux. Et quand on travaille par déciles pauvres et très riches, on a encore des différences beaucoup plus importantes. Alors, la deuxième page de la diapo, voilà, les réussites relatives à une plus grande fréquentation scolaire des filles sont dues à la production de politiques publiques variées. Ça, c'est dans tous les pays qui ont réussi. Seulement une seule politique, on n'y arrivera pas. Donc, la première chose, je l'ai dit, c'est la diminution des coûts de scolarisation, gratuité de l'enseignement primaire, cantine scolaire, aide spécifique en faveur des filles. L'amélioration des infrastructures, c'est important en Afrique, mais aussi dans d'autres pays, en Asie aussi, où c'est les femmes qui souvent ont à charge l'accès à l'eau, par exemple. Et le fait d'avoir un accès à l'eau potable diminue de 2 à 3 heures, parfois par jour, les tâches imposées aux femmes et aux petites filles en milieu rural. Donc ça, c'est très important. Il y avait une thèse qui est assez ancienne, qui doit dater de 30-40 ans, sur l'éducation des filles au Mali.
Et le démographe avait montré que lorsque l'accès à l'eau est très long, c'est-à-dire plus d'1 heure de marche pour aller chercher de l'eau, les filles en milieu rural n'allaient pas à l'école. C'est très clair. Donc ça, il faut le savoir. Vous aurez beau construire plein d'écoles, s'il n'y a pas d'eau, elles n'iront pas à l'école. Parce que l'eau, c'est pareil, c'est indispensable à la survie. Il faut toujours penser que l'éducation, c'est dramatique quand on veut développer l'éducation de dire ça, mais c'est la réalité. Ce n'est pas une priorité vitale. On a d'autres priorités vitales. Et si on a le temps d'aborder justement l'éducation en situation de conflit, on pourra revenir sur ce problème. Le recrutement d'enseignantes, ça, c'est un peu partout. D'abord, les parents ont plus confiance quand c'est des enseignants, même s'ils critiquent parce que, vu le sexisme ambiant, ils ont toujours peur que les enseignantes soient de moins bon niveau que les enseignants hommes. Mais dans l'ensemble, ça incite aussi les filles qui voient que les femmes ne sont pas limitées à cultiver la terre ou à faire du commerce pour certains pays où c'est les principales activités. Donc, une meilleure couverture scolaire, je l'ai dit, par la création d'écoles et de collèges en milieu rural, et puis une ambiance générale favorable aux femmes. La diffusion de discours en faveur de la scolarisation des filles, mais aussi en faveur des femmes, accès à l'emploi, aux responsabilités politiques. Le fait d'avoir que les femmes, par exemple en Afrique, ont eu accès au poste de ministre, au poste de député. Il y a des pays africains actuellement, comme le Sénégal, où il y a plus de femmes députées qu'en France, en proportion. Donc tout ça, ça a permis aussi de valoriser l'instruction, en quelque sorte. Ça incite aussi les parents à savoir que, bon, les filles, elles peuvent être valorisées par les études, quoi. Alors, donc, ce sont les politiques qui sont, je veux dire, à la fois globales, sociales, économiques et scolaires qui permettent un meilleur, c'est l'autre. Oui, peut-être juste avant de poursuivre avec le PowerPoint, une autre question justement par rapport aux pays qui ont quand même fait le plus d'efforts en Afrique de l'Ouest ces dernières années, en tout cas, pour garantir l'accès et surtout le maintien des filles à l'école. Eh ben justement, c'est la diapo d'après. Voilà. Donc, ce sont ces politiques-là. Alors, en Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal. Ce n'est pas parce que je suis invitée par le Sénégal, mais j'y reviendrai parce que le Sénégal est un pays très particulier, justement, qui est parvenu le plus rapidement à l'égalité de la fréquentation scolaire entre filles et garçons dans l'enseignement primaire, premier cycle du secondaire, puis deuxième cycle du secondaire. C'est l'un des rares pays d'Afrique francophone. Dans ce pays, il n'y a plus que le niveau supérieur qui reste inégalitaire, avec un nombre supérieur de garçons inscrits. Et ça, même les Sénégalais ne le savent pas. C'est-à-dire que moi, j'étais une fois dans une soutenance de thèse, je reçois pour faire l'évaluation avant la soutenance, et j'ai dit au candidat, c'est impossible de me laisser ça dans la thèse, c'est-à-dire il n'avait pas vérifié les statistiques, il était encore persuadé en tant que Sénégalais que les filles étaient moins scolarisées, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, les filles sont plus scolarisées que les garçons au Sénégal. Et je reviendrai, je l'ai marqué là, principal problème demeure aujourd'hui, c'est que il n'y a pas encore le taux de scolarisation, il n'y a pas la scolarisation universelle, ni en primaire, ni éventuellement dans le premier et second cycle. Mais les chiffres qu'on donne et qui sont validés par d'IPS, d'indice de parité entre les sexes, montrent bien qu'aujourd'hui, c'est les garçons, en fait, surtout dans le primaire, qui sont les plus défavorisés. Et d'ailleurs, le gouvernement sénégalais commence à s'intéresser à ce problème, justement. Donc, c'est vraiment. Et alors, ce qui est intéressant pour le Sénégal, c'est que ce n'est pas le pays le plus riche. Vous avez le Gabon en revenu tête par habitant, PIB par habitant, c'est l'un des pays les plus riches. Bon, c'est pas une réussite du point de vue scolaire, on va dire, le Gabon. Il y a même des années où ils sont même pas capables d'éditer leur annuaire scolaire. Donc, là encore, on y reviendra. Je pense qu'il y a un contexte politique. Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État, jamais de dictature militaire ou autre. Donc, quand même une stabilité politique, même s'il y a pu y avoir des manifestations ou des petites révoltes comme dans tous les pays démocratiques. Mais je pense que cet environnement, malheureusement,
est indispensable aussi au développement de la scolarisation. On a beaucoup de mal à développer la scolarisation dans des pays pas stables, et entre autres la scolarisation des filles pas stable d'un point de vue politique ou militaire. Alors, les comparaisons, je sais que vous y tenez avec les autres régions, mais moi, j'ai travaillé en Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge et Laos, 3 pays où j'ai fait des enquêtes de terrain. C'est très compliqué de comparer parce que on oublie toujours que les pays africains sont les seuls à avoir réussi à augmenter leur taux de scolarisation. Et ça, il faut le redire. C'est pour ça que parfois, ça peut paraître négatif, ils sont un peu derrière, alors que la croissance démographique est encore aujourd'hui très importante, même si on voit une évolution, et surtout en ville, où la transition démographique est déjà bien en place dans les grandes villes africaines. Mais ça, il n'y a pas d'autre pays au monde qui a réussi ça. L'Amérique latine, quand ils généralisent l'enseignement primaire, secondaire, enfin, avec des populations qui parfois sont exclues, comme les minorités ethniques et autres, ils le font au moment où il y a déjà eu la transition démographique. Même la France, quand on décide la gratuité et l'école obligatoire, et on l'applique, parce que l'école obligatoire, elle est souvent obligatoire dans les constitutions africaines, mais c'est pas, dans les faits, c'est pas respecté. En France, quand on veut l'appliquer, la transition démographique est déjà entamée aussi. Et je cite le cas du Vietnam, quand ils décident de la généralisation de la scolarisation au secondaire, la transition démographique est tellement bien avancée, c'est-à-dire qu'au lieu de 6 enfants, on est vers 3 enfants par femme, qu'en fait, ils n'ont plus besoin de recruter d'enseignants dans le primaire, ils mettent tout l'argent dans le secondaire. Voilà. Et c'est ce qui arrive actuellement en France, hein. En France, vu qu'on a eu une grosse chute depuis le Covid de la natalité, on recrute moins d'enseignants en primaire parce que le nombre d'enfants inscrits en primaire diminue actuellement. Donc ça, il faut tenir compte que les réussites africaines, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut obtenir avec la Chine, avec sa politique de un enfant par... vous vous rendez compte, vous n'avez qu'un seul enfant par couple à scolariser, alors que vous avez encore des familles rurales avec 5, 6 enfants en Afrique. C'est totalement différent. Je trouve qu'il faut à chaque fois rappeler ces conditions. Les conditions économiques sont différentes aussi. Certains pays d'Afrique, comme ceux du Sahel, disposent de peu de revenus. Jusqu'à présent, bon, on a trouvé du pétrole au Sénégal, d'autres matières premières aussi dans d'autres pays. On va voir comment elles vont être utilisées parce qu'il y a ça aussi. Les conditions linguistiques sont différentes. C'est pas évident d'enseigner dans une langue qui n'est pas la langue des enfants, maternelle des enfants. Au Vietnam, par exemple, 84% de la population parle vietnamien et ils enseignent en vietnamien au moins les années du primaire. Après, c'est l'anglais qui, avec le vietnamien, est enseigné. Et ça c'est quand même ce qui a permis, par exemple, à un pays comme la Tanzanie qui enseigne en Swahili, le primaire, de développer plus rapidement. Parce que pour les enfants, c'est un effort énorme hein, d'être enseigné dans une langue qui n'est pas la leur. Alors, donc, il faut passer après. Là, je vous ai mis, mais j'ai envoyé à Madame Cissé, ceux qui voudront avoir les chiffres, mais ça permet de voir très vite qu'au niveau du primaire, ce qu'on appelle les IPS, c'est-à-dire c'est le rapport du nombre de filles par rapport au nombre de garçons, quand il est égal à 1, on a égalité. Et comme l'Asie centrale 1, il n'y a pas de... C'est après qu'on va voir des inégalités par rapport en Afrique, aux certains pays d'Afrique. Et on voit que beaucoup de pays ont fait des gros progrès quand même. Alors là, on a l'Afrique. On s'aperçoit que les pays ne sont pas partis du tout en 1970. Il faut toujours tenir compte aussi de l'histoire. Ils ne sont pas partis du tout du même niveau. Du fait aussi, 70, hein, c'est les restes de la colonisation. C'est-à-dire, ça dépend des politiques coloniales qu'il y a eu. Et on voit que l'Afrique du Sud, en 70, déjà, il y a autant de filles que de garçons qui sont scolarisés, ce qui n'est pas du tout le cas des pays africains, des autres pays africains, et qui ont été donc des colonies, entre autres les colonies françaises du Sahel. On voit que le Tchad était à 0,33,
Il y avait en gros une fille scolarisée pour, pour deux garçons, quoi. Donc, vraiment pas grand-chose. Et on voit les progrès, 1900, si on va au bout du tableau, euh, on voit les progrès qui ont été faits. Et là, ce qui est intéressant à regarder, j'ai pas eu le temps de mettre en jaune ou autre, c'est le Sénégal, regardez bien, 1,14 en 2019. Et là, c'est le contraire. On a en fait des inégalités en faveur des filles et c'est les garçons qui sont défavorisés. Quand vous avez 1,02, 1,01, on est pratiquement à égalité, puisqu'on sait que les chiffres aussi sont pas toujours d'une exactitude. Quand on a 1,99, c'est pareil, on est à égalité. Mais le Sénégal a eu une progression assez incroyable, mais j'ai déjà donné les raisons. Le Burkina aussi. Là, le Burkina, le problème, c'est les conflits. Sinon, ils étaient sur une progression quand même assez incroyable aussi. Et il y a d'autres pays qui n'ont malheureusement qui ont beaucoup de mal à progresser. Euh, du fait comme le Mali, il y a toujours il y a un retard, mais il y a aussi des problèmes dus, je pense aux politiques éducatives. On peut passer ensuite. Voilà, donc ensuite c'est pour le premier, deuxième cycle. Alors là, c'est là qu'on voit que l'Afrique a plus de retard. Donc, Afrique subsaharienne, vous voyez, d'abord en 2000, il y a un petit retard. Entre 2000 et 2020, il faut savoir qu'il y a eu énormément de progrès. Parce qu'il y a en 90, il y a la conférence de Jomtien, mais ça n'a pas eu complètement les effets attendus. Par contre, le forum de Dakar, 10 ans plus tard, a permis de mettre beaucoup de financement, d'accentuer les priorités en fonction de la scolarisation aussi des filles, et on voit les progrès importants, même si on a quand même des disparités très importantes. Là où les disparités et les inégalités sont les plus fortes, si on regarde l'Afrique subsaharienne, c'est le deuxième cycle du secondaire où là, l'Afrique est très en retard. Ce qu'il faut voir par rapport au tableau là qu'on vient de voir, c'est qu'il faut faire aussi attention quand on dit, par exemple, État arabe, c'est pas du tout la même chose dans les pays du Golfe. Voilà, ce sont des moyennes. Dans les pays du Golfe, par exemple, Qatar, Arabie Saoudite, l'égalité filles-garçons, ça fait déjà quelque temps que ça existe. Par contre, un pays qui est plus en retard, c'est le Maroc, par exemple, dans la scolarisation des filles. Et là, ces chiffres globaux dissimulent un petit peu, évidemment, les disparités entre pays. Voilà. C'était juste pour rappeler que quand on prend des zones, on peut avoir des situations très différentes à l'intérieur des pays. Alors donc, c'est l'Afrique subsaharienne qui conserve de très fortes inégalités entre filles et garçons dans le secondaire. Alors, donc au niveau des pays, je l'ai dit, donc au premier cycle du secondaire, il y a des pays encore très en retard, comme le Tchad, la République centrafricaine, le Niger ou le Togo. Et contrairement à d'autres pays qui ont l'égalité, comme le Ghana, l'Afrique du Sud, euh, et enfin d'autres pays qui maintenant présentent des inégalités qui sont plutôt en défaveur des garçons, comme le Burkina Faso, la Tanzanie, le Rwanda, le Sénégal et le Burundi. Alors attention, quand on parle des inégalités en défaveur des garçons, il faut savoir que très souvent, c'est que ça veut dire, c'est le cas de la Tanzanie, par exemple, c'est que l'enseignement secondaire est très peu développé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être que 30 ou 40% des élèves à peine en âge d'être scolarisés qui y vont. Et donc, ce sont les classes privilégiées, les classes sociales urbaines, aisées, qui ont les moyens de mettre leurs enfants à l'école et donc mettre leurs filles. C'est pour ça qu'on peut avoir, il faut toujours revoir le taux de scolarisation parce que il y a des grosses différences. Et peut-être que le Rwanda ou la Tanzanie, par exemple, la Tanzanie qui scolarise pas beaucoup en secondaire, le jour où ils vont scolariser beaucoup, l'IPS risque de se dégrader. C'est dans tous les pays, il faut savoir que c'est d'abord les filles des classes sociales aisées qui vont à l'école avant que ce soit la fille du paysan pauvre qui va y aller. Donc ça, il faut tenir compte de ça.
Ensuite, la diapo suivante, c'est les inégalités sexuelles dans le second cycle. Alors là, ça varie encore de façon encore plus énorme. Le Tchad, par exemple, voilà, est en retard. Le Togo est en retard. Le Niger aussi. Ils scolarisent très, très peu de filles dans le second cycle du secondaire. Et il faut noter aussi que par ailleurs, le Niger et le Tchad ont des TBS, des taux de scolarisation dans le deuxième cycle très faibles, contrairement au Togo. C'est-à-dire que vous voyez que le fait de développer la scolarisation ne cite pas obligatoirement les filles à aller plus à l'école. C'est ce que le Togo a fait. Il a ouvert beaucoup de collèges, y compris en milieu rural, mais les filles n'y sont pas allées. Voilà. Donc, il faut faire attention. Quand on développe la scolarisation, on peut avoir des bons taux de scolarisation. Enfin, bon, 38% pour le deuxième cycle. C'est pas mal par rapport à d'autres pays comme le Niger qui est à 11%. Mais on va uniquement ouvrir finalement ces écoles pour les filles, pour les garçons. Voilà. Et alors là, on revient encore, on va reparler du Sénégal. La comparaison entre le Togo et le Sénégal est particulièrement intéressante, puisqu'ils ont des taux de scolarisation dans le deuxième cycle du secondaire identiques. Mais par contre, le Togo affiche de très grandes inégalités de scolarisation selon le sexe, contrairement au Sénégal. Voilà. Donc là, ces deux situations, ça montre bien aussi l'influence des politiques nationales d'éducation. Le Sénégal s'est engagé très vite vers des actions publiques d'envergure pour lutter contre les discriminations sexuelles scolaires. Et c'est un pays démocratique, j'ai dit, depuis l'indépendance, qui offre aussi plus de possibilités à la société civile en matière de liberté publique, ce qui fait qu'on obtient plus facilement un consensus social que lors de la mise en œuvre des actions, que ce soit pour la scolarisation des filles, pour la scolarisation des garçons. Et ça, moi, je l'avais remarqué au Togo quand j'avais travaillé. C'était quand même pas une grande démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire, au Togo. Et il y avait les gens refusaient d'obéir, quoi, sauf si vraiment, au moment de la déscolarisation, il fallait vraiment qu'ils mettent les parents en prison, mais ça marche pas. On sait très bien que ça marche pas. On en met deux, trois en prison. Ça avait été le cas quand j'étais au Togo, parce qu'ils voulaient pas scolariser leurs enfants. C'était dans le nord, là, du Togo. Mais ça n'a pas marché. Je veux dire, il faut que les populations adhèrent à l'école. Et ça, c'est pas avec une politique autoritaire qu'on y parvient. Voilà. Alors, conclusion, là, les politiques ayant le plus contribué à réduire les inégalités entre filles et garçons reposent sur la diversité des politiques publiques. La place des femmes dans la société, donc je l'ai déjà dit, progression du nombre d'élus, de cadres, d'enseignants, des discours en faveur des femmes, des représentations positives des femmes. Donc ça veut dire aussi on change un peu le contenu des livres scolaires. Ça peut être aussi des politiques scolaires, hein. Les aides publiques en faveur de l'ensemble des enfants, les cantines scolaires, c'est incroyable l'effet que ça peut avoir. C'est-à-dire que le simple fait que l'enfant soit nourri une fois le midi, une fois par jour, donc le midi, ça suffit pour inciter les enfants à aller à l'école. Et pour les filles, des bourses dans le secondaire. Parce que là, le secondaire, ça commence vraiment à coûter plus cher que le primaire. Et parfois, il faut aider les familles les plus défavorisées. Je l'ai déjà dit, le développement des infrastructures à la fois rurales, puisque c'est en milieu rural qu'on a le moins de scolarisation des filles et le moins de scolarisation en général aussi, et le développement des infrastructures scolaires. Une utilisation adéquate de l'aide internationale, c'est-à-dire qu'il faut que les pays africains sachent négocier. Et ça, bon, moi qui ai une expérience en Afrique, les pays qui ne savent pas négocier, c'est connu. Ceux qui savent négocier pour obtenir ce dont ils ont besoin, parce que pendant longtemps, l'aide, ça a quand même été, bon, bah voilà, vous allez construire des écoles. Ben non, je préférais construire une école là, et puis on n'écoutait pas le ministre. Moi, je l'ai vu encore quand j'étais en affectation Burkina, où le ministre n'avait pas obtenu l'argent pour ce que lui, il estimait prioritaire, mais pour autre chose. J'avais écrit aussi sur les livres scolaires le problème des aides qui demandent des gros lots, c'est que les producteurs de manuels locaux ne peuvent pas produire en gros lots. Ça fait que à chaque fois, les lots sont pris par les Français ou les Canadiens pour l'Afrique francophone. Donc ça, j'avais soulevé ce problème-là. Et c'est vrai que maintenant, avec le Fonds mondial de l'éducation,
il y a peut-être moins de problèmes, mais pour ça, il faut aussi que de l'autre côté, il y ait des négociateurs, c'est-à-dire des Africains formés, qui sont capables de dire, bah, ça, on n'a pas besoin, vous voyez qu'on a besoin de ça, notre priorité, ça sera ça. Voilà, ça, on voit que quand l'aide Internet, parce qu'il y a eu beaucoup d'aide hein, sur la scolarisation des filles depuis John Chen même, hein. Elle n'a pas toujours été utilisée ou l'efficacité n'a pas été la même. La qualité de l'administration scolaire, bah là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez, il y a des pays où ils sont même encore aujourd'hui incapables de publier leur annuaire scolaire. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas combien d'enfants il y a dans les écoles. Ils ne connaissent pas le nombre d'écoles ouvertes ou fermées. Et ça, c'est indispensable quand on veut mener une politique d'éducation, d'avoir une qualité des informations. On ne peut pas faire de politique si on n'a pas les informations nécessaires. Et là encore, ce n'est pas les pays les plus riches. Le Gabon a été une année sans publier de statistiques scolaires. Voilà. Alors que c'est l'un des pays les plus riches. Voilà. Et le Burkina, si je dois citer l'un des pays au niveau des statistiques, c'est le Burkina, certainement le meilleur pour l'Afrique, alors que c'est un pays où on ne peut pas plus pauvre. Et c'est juste une question d'administration qui fonctionne, de très bonne administration scolaire. Alors, il y avait la question de contexte de crise et Avant d'en arriver à oui, cette question, si vous le permettez, je crois qu'on peut arrêter le partage un instant, Pape, si tu veux, juste pour oui, peut-être prendre le temps de revenir sur certains des éléments que vous avez partagés avec nous. d'accord. Tu peux arrêter le partage, Pape? Merci beaucoup. Donc, je disais juste par rapport aux éléments de contexte et un état des lieux qui a été fait par notre invité, on a vu que parmi les obstacles qui sont les plus notés quant à l'éducation des filles et surtout le maintien à l'école, il y a l'éloignement des infrastructures, il y a aussi le coût de l'éducation qui, dans la priorisation des dépenses familiales, n'est pas placé à un niveau premier. Et l'éducation n'étant pas, pour certaines familles en tout cas, une priorité vitale, avec des éléments de politique mis en œuvre qui permettent quand même d'avoir cette scolarisation des filles à des degrés différents en Afrique. Vous avez donné l'exemple de la Tanzanie, où l'enseignement en langue locale a permis quand même d'avoir une scolarisation et un maintien important. Vous avez également parlé des différences qui existent, des inégalités en défaveur des garçons dans certains pays de la région où, par rapport à l'accès, en tout cas, les filles sont majoritaires pour le niveau primaire et avec des degrés différents au niveau secondaire. Peut-être la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport aux politiques que vous avez citées. Et parmi ces politiques-là, il y a l'importance de la formation des enseignants. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est surtout quelle est vraiment cette importance-là de la formation des enseignants pour la rétention des filles à l'école? Et est-ce que vous avez des exemples d'expériences internationales qui montrent des résultats probants dans ce domaine-là pour maintenir les filles à l'école? Non, pas tellement en fait. Le problème que j'ai pas abordé là, parce qu'il suffit pas de scolariser, il faut aussi que les enfants apprennent quelque chose. On n'a pas abordé le problème de la qualité. J'avais déjà travaillé sur la qualité de l'éducation, principalement dans les 3 pays d'Asie où j'ai travaillé. Et là, on va bientôt avoir un nouveau programme PASSEC 2024 là, ils travaillent que sur les acquis. Et on s'aperçoit qu'en effet, les acquis, parce que mettre à l'école, si c'est juste de la garderie, on est d'accord que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut vraiment améliorer aussi la qualité de l'éducation. Je n'en ai pas parlé, mais ça fait partie aussi des... Parce que quand on veut généraliser, on a tendance... moi, j'ai connu ça en Mali, des enfants à 100, 120 dans des toutes petites classes du primaire, 120 élèves par classe, et parfois en double flux. C'est-à-dire qu'ils travaillaient que le matin, un groupe, et l'autre groupe de 120 l'après-midi. Bon, donc ça c'est... on est en train de revenir, dans beaucoup de pays, on abandonne la double vacation comme ça parce que c'est pas possible. Les enfants, finalement, n'ont qu'un demi-programme. Et puis, on essaye aussi, je pense, ça c'est important, de limiter le nombre d'élèves par classe. Et en Afrique, il y a encore, dans certains endroits, des classes vraiment où on trouve 80 élèves, 100 élèves dans des salles de classe. Donc ça, c'est la qualité, on ne l'a pas abordé, mais c'est vrai que c'est important. Et dans la qualité, il y a la formation des maîtres, évidemment.
Et c'est vrai qu'il y a eu des contextes, au Sénégal, par exemple, où on avait recruté à un moment je ne sais plus comment on les appelait, les vacataires ou les volontaires. C'était les volontaires, je crois, au Sénégal. Un peu partout, on a recruté parfois des gens pour aller plus vite et que ça coûte moins cher, qui n'étaient pas toujours bien formés. Et c'est vrai que c'est compliqué après, parce qu'il faut faire de la formation aussi continue. Mais la formation continue, elle est d'autant plus efficace que le personnel a déjà une formation de base déjà minimum, hein. Euh, et c'est vrai que dans certains pays comme le Niger, on a reproché entre autres aux enseignantes de pas avoir un niveau euh, suffisant, ce qui peut être négatif aussi dans la vision des parents, quoi, par rapport comment, à la scolarisation des filles. Sinon, c'est les pays qui ont mené le plus, bah, je dirais que c'est plutôt au Bénin, où il y a vraiment eu des formations sur le genre, mais c'est très, en général, il faut quand même qu'elles soient, je veux dire, adaptées. Ça aussi, il faut vraiment, parce que sinon, c'est même les enseignants, moi j'ai enquêté, ils disent ça, c'est pas pour nous, c'est pour vous, l'Europe, les histoires de genre. Alors que si on leur dit, on leur présente différemment en leur disant, par exemple, bah, les filles, là, elles peuvent réussir. Oui, oui, bon, il faut les aider à réussir, d'accord, tout le monde est d'accord là. Mais si on met trop sur justement les théories de genre et on a des refus, on a du blocage. Donc là aussi, c'est aux élites africaines d'adapter, je dirais, le discours de tout ce qu'on appelle les relations de genre, de façon que ça soit acceptable. Aucune politique qui n'est pas acceptable ne va réussir, hein. Il faut savoir que les gens ont quand même les populations ont des moyens de résister si elles veulent résister et qu'elles ne veulent pas scolariser leurs enfants. Et en particulier les filles, ils ont les moyens. Donc là, la formation des enseignants, c'est vrai que ça a été autant. Il y a des pays comme le Mali qui avaient une excellente formation, mais ça a été cassé au moment des passes et on a connu des écoles normales fermées pour des raisons d'économie et des enseignants qui ont été, il y a toute une génération d'enseignants très mal formés qui est arrivée et ça pose problème. Mais ça, c'est aussi bien les hommes que les femmes, hein. Et ça peut poser des problèmes parce que euh, encore une fois, on scolarise les enfants pour leur transmettre des savoirs, une éducation. Et c'est pas que pour les mettre à l'école et dire, ben voilà, j'ai un taux de scolarisation de 90%, je suis content. Non, il y a des gros problèmes de qualité. Là, on va avoir encore, donc, c'est le PASAC, c'est intra-africain, hein. Il est situé à Dakar aussi. Et ils vont lancer là bientôt les analyses. Ils ont fini les enquêtes dans, je ne sais plus, 30 pays, je crois. Et là, ils ont pris quelques pays en dehors de l'Afrique. Et là, ça va nous donner des idées plus précises sur le niveau des élèves, quoi. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Peut-être une dernière question sur sur cet aspect-là avant de donner la parole à mon collègue pour la commodération de la suite. Vous avez parlé tout à l'heure des comparaisons qui sont un peu difficiles à faire et ça se comprend parfaitement parce que, comme vous l'avez mentionné, on est dans des contextes, dans des réalités qui sont un peu différentes. Mais je crois qu'il est important aussi de reconnaître que là, on parle d'accès à l'éducation avec des taux de scolarisation qui sont quand même assez intéressants pour les filles et qui, à un certain niveau même, dépassent les taux pour les garçons. Mais on s'en rend compte que dans les différents pays de la région, plus on avance dans l'enseignement, moins il y a de filles, que ce soit au niveau secondaire et même au niveau universitaire, où on a beaucoup de filles qui ont le bac, qui arrêtent la première année. Certes, parmi celles qui ont la licence, peu font le master et encore moins la thèse. Et donc, peut-être, est-ce qu'il y a des politiques spécifiques qui pourraient contribuer à non seulement avoir cet accès-là, mais maintenir les filles dans le système éducatif, peut-être, même si ce n'est pas dans une perspective comparative, si vous pouvez partager avec nous des politiques ou bien des innovations qui ont permis quand même d'avoir ce maintien-là, l'accès, mais aussi maintenir les filles à l'école dans un contexte que vous connaissez bien. Ouais, mais pas, si par exemple, le Vietnam, où j'ai travaillé quand même pendant 3 ans là-bas, c'est très compliqué. Il faut savoir que le Vietnam, c'est encore un pays communiste à l'ancienne, je dirais. Donc, dans chaque village, il y a un représentant du Parti communiste et il fait la liste des élèves. Et là, il n'y a pas de solution, hein. C'est un pays très autoritaire.
il faut aller à l'école. Donc, c'est pas ça, je l'ai dit, ça marche pas en Afrique. C'est pas la peine. Il faut vraiment que en plus, quand on explique aux populations qu'on leur donne les moyens, ils sont plutôt favorables. L'Afrique est moins sexiste même que l'Inde, par exemple, ou que la Chine. Les gens oublient toujours, il n'y a pas de sélection prénatale, il n'y a pas surmortalité des petites filles comme on peut trouver dans d'autres pays. Euh, comme en Inde, par exemple, on sait qu'il y a une surmortalité des petites filles en Inde parce que les parents les nourrissent moins, s'il n'y a pas assez de nourriture, les soignent pas ou trop tard. On n'a pas ça en Afrique. Donc, a priori, il n'y a pas, c'est pas des pays qui sont les populations les plus sexy, je dirais. Donc, il n'y a pas de blocage. Et je pense qu'on peut pas copier on on peut pas trop s'inspirer de méthodes où on va envoyer les gendarmes chercher les enfants chez les familles. C'est pas possible, surtout quand l'éducation n'est pas complètement gratuite en plus, hein. Voilà. Et même le Vietnam n'y arrive pas parce que dans le cas des pêcheurs, par exemple, ils disent qu'ils ont scolarisation à 100%, mais les pêcheurs, ils scolarisent pas, ils bouchent sans arrêt, ils arrivent à échapper à l'école s'ils ont envie d'échapper à l'école. Donc même, voilà. Donc c'est pour dire que c'est quand même très compliqué de comparer. Comment ils ont réussi à convaincre aussi des enfants, des paysans, ceux qui faisaient de la riziculture, d'envoyer le plus loin possible leurs enfants à l'école, les filles et les garçons, mais parce qu'il y a eu une politique industrielle qui a été de faire, ça on le voit avec Trump qui veut mettre ses taxes partout en Inde et au Vietnam. Le Vietnam a été très touché par les taxes. Pourquoi? Parce qu'à un moment, là, les ouvriers chinois sont devenus trop payés par rapport aux ouvriers indiens, aux ouvrières indiennes, voilà, et aux ouvriers. Et là, ça fait un appel du coup, même pour travailler en usine, au Vietnam, il faut avoir le bac. Donc ça les pousse à aller au bac pour abandonner la riziculture, pour abandonner les petits métiers bon, de vente dehors ou autres, les petits métiers qui ne rapportent pas, et travailler en usine dans ces usines, même Apple ou autres, des usines américaines, c'est pour les jeunes, il y a un espoir. On n'a pas eu l'équivalent en Afrique, hein. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui sont formés? Il faut qu'ils trouvent du travail. Et ça, il faut y penser parce que sinon, il peut y avoir un moment où les parents se disent ça sert à rien. Moi, j'avais travaillé au Togo sur ce thème. Ça sert à rien à l'école puisqu'il n'y a plus de travail pour nos jeunes et autant qu'ils restent à faire l'agriculture, au moins ils ont de quoi se nourrir. Donc il y a aussi les politiques économiques. Quand le Vietnam, au début, était fermé économiquement, mais s'est ouvert du point de vue économique et a accepté, disons, de rentrer dans le marché mondial, ça a aussi permis des débouchés aux nouveaux euh, qui arrivaient donc sur le marché du travail. Et ça a permis donc d'inciter quand même les parents en se disant, bah oui, c'est mieux que de traîner à la maison, c'est mieux que de rester faire du riz, c'est mieux que de faire la petite boutique qui rapporte pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'il s'il n'y a pas les autres politiques qui accompagnent, comme une politique industrielle, c'est compliqué quand même. Parce que ce qui pose problème, que ce soit les pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, c'est quand même le chômage des jeunes, hein. Donc, il y a quand même des parents qui se privent, qui disent, bon, on va pousser les études et tout. Et puis, finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc là aussi, sans politique, et l'Inde a bénéficié de ça, ils font partie aussi de ceux-là qui viennent de se faire sanctionner en taxes parce qu'ils ont laissé venir beaucoup d'entreprises, mais du coup, ça fait du débouché, entre autres pour les filles. Les filles ont trouvé, plutôt que de rester à la maison, attendre de se marier, puisque là-bas, c'est la dot, il faut que les parents de la fille aient suffisamment d'argent. En attendant, elles suivent des études beaucoup plus souvent pour aller travailler dans les études, dans les industries, disons, soit américaines, soit chinoises, qu'on délocalisé. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est toujours très compliqué de comparer parce qu'on a toujours des cas spécifiques, aussi bien du point de vue de l'organisation politique que du point de vue des possibilités de développement économique. Voilà. Merci beaucoup, professeur, pour ces éléments qui nous permettent de mieux comprendre un peu les différences qui peuvent exister en fonction des réalités, comme vous venez de le dire,
des contextes politiques, mais également des perspectives qui sont disponibles dans les différents pays. Avant de donner la parole à mon collègue Alpha pour la deuxième partie de la discussion, juste rappeler aux participants que la discussion est également disponible en anglais pour ceux qui le souhaitent et qu'après cette seconde partie, on pourra directement prendre les contributions et les questions des participants. Il suffira juste de laisser la question dans le chat ou bien de lever la main pour que votre micro soit activé. Merci. Alpha. Bonjour à tous, c'est un plaisir de partager la co-modération avec Mariam Cissé. Bienvenue à tous et merci au professeur Marie-France Lange. Je demande de nous faire honneur de sa présence pour ce webinaire sur la question du maintien des filles à l'école. Alors, je m'en vais vous poser ma toute première question, mais qui répond pas au fait que vous avez mentionné tantôt que la réduction des coûts comme obstacle justement à l'éducation des filles et également l'éloignement des infrastructures. Mais alors, dans ce sens-là, dans le cadre des communautés africaines, comment mobiliser les communautés locales pour qu'elles soutiennent davantage l'éducation des filles? Y a-t-il des stratégies communautaires qui ont particulièrement fonctionné ailleurs que vous pouvez justement partager avec nous? Oui, justement, pour une fois, je vais citer le Mali, mais là, c'était dû à des ressources dues à l'immigration. Voilà, donc par exemple, les migrants maliens qui étaient en France, donc qui ont quand même des revenus autres que s'ils étaient en Afrique, ont vraiment réfléchi à ça et ont fait des centres communautaires de santé et des écoles communautaires, quoi. Mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, les populations n'ont plus les moyens de payer. Elles peuvent participer, mais la plupart des écoles communautaires du Mali, c'était l'un des pays où il y en a eu le plus. Et c'est vrai que ça a permis, moi j'avais montré que 30% de l'augmentation du taux de scolarisation au Mali était due à ces écoles communautaires, c'est-à-dire aux populations. Le problème, ça, tous les sociologues critiquent ça, c'est ça consiste à faire payer les plus pauvres et à plus les faire payer. Parce que, par exemple, au Mali, il y avait des très bonnes écoles publiques dans les quartiers de Bamako où habitait la bourgeoisie bamakoise. Et eux, ils avaient l'école publique gratuite. Mais les communautés, par contre, on leur demandait d'aller chercher le ciment, de l'acheter, de le construire l'école. Et là, il faut faire attention comment on mobilise les communautés aussi. Après, dans le cadre de la décentralisation, parce que tous les pays d'Afrique ont connu ce processus, doit y avoir les communes qui s'en occupent, parce que là, ça peut permettre aux communautés de mieux surveiller que si c'est l'État central qui dit oui, on va vous construire une école et 10 ans plus tard, c'est pas fait. Là, quand c'est le maire de la commune, c'est quand même beaucoup plus facile, c'est là qu'il faut peut-être faire intervenir les communautés. C'est au niveau local, je dirais. Donc ça, dans les pays où la décentralisation commence à fonctionner à peu près normalement, mais là aussi, on a le même problème en France, hein, c'est qu'on décentralise, mais pas l'argent, quoi. L'argent reste à l'État et repasse pas obligatoirement par les communes. Donc là, c'est un moyen aussi de pouvoir faire beaucoup de choses. Les associations de parents d'élèves aussi, ou ce qui a été créé en Afrique dans la plupart des pays. Alors, il y a des pays, ça ne marche pas du tout. Et d'autres, ça marche pas mal. C'est les associations de mères éducatives. Le terme, il change selon les pays. En général, on dit mère éducative et association de parents d'élèves. Il y a des pays où ça marche très bien, il y en a d'autres. J'avais l'une de mes doctorantes qui avait travaillé au Niger. Au Niger, ça marchait pas très bien. Il les créait, les associations de mères éducatives, mais il fallait que les femmes se taisent, quoi. Donc, ça sert à rien si on ne laisse pas le pouvoir aux gens de dire quelles sont leurs priorités et de défendre, en fait, la scolarisation des filles, puisque c'était ça le but. Il y a d'autres pays où ça a beaucoup mieux marché, où elles ont pu, justement, se battre, par exemple, pour avoir de l'eau dans le village, des choses comme ça, liées toujours à la scolarisation, parce que, je le redis, l'accès à l'eau, c'est primordial pour scolariser les filles dans le milieu rural africain. Donc, il y a eu toutes ces écoles communautaires, ça a été un phénomène quand même assez important et d'adhésion à l'école de populations qui n'étaient pas toujours réputées pour adhérer à l'école. Là aussi, il faut faire attention quand on parle de refus de l'école. Moi, j'ai travaillé sur cette notion de refus d'école. Il y a le cas du Cameroun qui est très intéressant.
le nord du Cameroun, pendant au moins 20 ans, a été considéré, ou 30 ans, par les sociologues d'éducation. Bon, c'est musulman, donc ils veulent pas mettre leurs enfants à l'école. Le sud est beaucoup plus scolarisé, etc. Bon. Et quand le gouvernement camerounais, c'est en 90, je ne me souviens plus de la date exacte, décide de la gratuité en primaire, on voit les effectifs dans le nord Cameroun, mais c'est impressionnant, quoi. Des salles où ils avaient du mal à trouver 15 gamins pour faire une salle de classe, ils en ont 100. Donc, on voit bien que là, il y a des choses, il faut faire attention que quand on dit les communautés, ne pas leur mettre non plus trop le coût économique, financier sur le dos. Il faut qu'elles puissent gérer, donner leur avis, participer, parce que ça, ils le souhaitent, mais il ne faut pas non plus que le coût pour les communautés... Moi, ça me fait un petit peu peur des expériences que j'ai eues. Il y avait Save Children qui avait fait des expériences aussi au Mali, d'écoles communautaires comme ça, où les parents devaient tout faire, tout payer. Et enfin, ils aidaient un peu. Et c'est vrai qu'à un moment, ben, c'était plus possible, quoi. Première classe, ça va. Deuxième classe, ça va. Troisième classe, ils disaient, on peut plus payer, quoi. Il y a un moment. Et encore, c'était une région où ils faisaient du coton, où ils avaient quand même des revenus financiers pour aider. Donc, les communautés, il faut surtout leur donner la parole, je crois, qu'elles gèrent. Mais il ne faut pas oublier qu'elles doivent être aidées et que ce n'est pas à elles à remplacer l'État. Une politique éducative, c'est l'État qui doit l'avoir et c'est l'État qui assure l'égalité entre les citoyens dans une démocratie, c'est-à-dire que on est en milieu rural, on a le droit à une école comme si on habitait en milieu urbain et on n'est pas obligé de la construire parce que le bourgeois sénégalais, il ne construit pas son école, je regrette, alors qu'on va demander aux paysans d'aider à construire une école rurale. Moi, je me méfie un petit peu de... Alors, c'est vrai qu'on dit que ça leur permet de prendre conscience, de s'investir, mais il ne faut pas non plus leur demander trop d'efforts parce qu'à un moment, c'est plus possible. Et puis, c'est très inégalitaire, en fait, parce que les écoles, ceux qui ont accès aux écoles publiques, c'est souvent dans les zones anciennement scolarisés et les zones où il n'y avait pas d'école, les parents, c'est eux qui ont financé la construction, qui payaient l'enseignant. Au Tchad, par exemple, on doit, je ne sais plus les chiffres exacts aujourd'hui, il y avait une époque, c'était entre 30 et 50% des enseignants, même des écoles publiques, qui étaient payés par les parents, quoi. Donc, à un moment, ça devient difficile aussi, hein. Bon, au Tchad, c'est très bien accepté, ça a pratiquement toujours existé. Il y avait eu les écoles je crois qu'on les appelait spontanés au Tchad qui se créaient comme ça, puisque l'État étant absent, il fallait pallier à l'absence de l'État. Mais je pense qu'il faut une vraie, et on le voit, les pays qui ont des politiques publiques d'éducation, comme le Vietnam, par exemple, par rapport au Cambodge, où il y a la politique d'éducation, c'était bon, on fait comme tout le monde, on dit qu'on va scolariser, mais les résultats, on les voit parce qu'ils n'ont pas une vraie politique euh, décidée et puis avec la volonté de l'appliquer. On voit la différence Cambodge, Vietnam, là, c'est évident la différence entre les deux pays. Il y a un pays qui a réussi pratiquement la généralisation dans le premier cycle, enfin primaire, premier cycle du secondaire, qui passe maintenant au deuxième cycle et qui essaie maintenant d'améliorer le niveau universitaire qui n'était pas excellent. Et puis à côté, un pays bah non, qui n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas eu la volonté politique et ça, il faut qu'il y ait la volonté politique. Encore une fois, ce n'est pas uniquement une question d'argent, sinon le Gabon devrait être plus scolarisé, le mieux organisé, ce qui n'est pas du tout le cas pour la région francophone. C'est quand même le pays le plus riche au niveau du PIB par habitant. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour revenir sur le cas du Cameroun, dans la région du Nord, qui est ma région même. Et plus sérieusement, vous revenez justement sur cette question, aller au-delà des stigmates et permettre aux populations d'être impliquées et de participer directement et également à l'État d'assumer profondément sa responsabilité qui est justement de permettre aux jeunes hommes et femmes d'aller à l'école, notamment de leur assurer leur droit à l'éducation. Mais je vais surtout revenir sur quelques thèmes que vous avez utilisés lorsque vous disiez tantôt, on décentralise dans les communautés urbaines, ce qui crée une... Alors, dans ce sens, nous avons fait
un webinaire il y a de cela une année où on parlait des stratégies de financement avec le problème justement de la rétention des jeunes filles à l'école. Et en ce sens, moi, je m'avais vous poser la question de savoir, à partir d'expériences internationales, quelles stratégies de financement innovantes pourraient être mises en œuvre en Afrique de l'Ouest pour soutenir l'éducation des filles et leur permettre justement de rester à l'école. Moi, je vais redire ce que je disais, c'est-à-dire déjà l'accès au secondaire, parce qu'on sait très bien, les écoles primaires, c'est quand même assez facile d'en faire beaucoup, et de les construire parce qu'on va avoir assez d'élèves, et voilà. Mais à partir du collège, là, ça devient difficile. Et on sait que les garçons, on peut plus facilement les mettre chez des tuteurs ou voilà, pour qu'ils puissent avoir accès au secondaire. Mais ça, c'est vraiment à l'État d'assurer la couverture scolaire sur l'ensemble, voilà. Et tenir compte, bon, le Sénégal, je crois, il n'y a pas trop de nomades ou autres, mais dans les pays où il y a des populations nomades, que ce soit des éleveurs ou des pêcheurs, au, par exemple, au Mali, il y a les pêcheurs migrent aussi, parce que toute la région du delta, c'est comme au Tchad, le lac Tchad, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence au moment des pluies où l'eau arrive et le lac est beaucoup plus grand, il faut se déplacer. Et je sais qu'on avait travaillé aussi au Vietnam avec ma collègue sur ce problème, parce qu'au Vietnam, ils ont ça aussi, où les pêcheurs s'en vont quand l'eau diminue parce qu'il n'y a plus assez de poissons, ou au contraire, ils arrivent quand l'eau a diminué après la mousson, parce que là, on attrape plus de poissons et ça pose un problème de scolarisation. Mais ça, c'est à l'État de l'organiser, quoi. Par exemple, moi, j'ai pris au Vietnam une école sur un bateau. C'est comme une sorte de péniche, quoi, un bateau. L'école, elle est sur le bateau et elle suit les pêcheurs, quoi. Il faut aussi que là, c'est des politiques publiques, hein, l'État soit décidé. En France, on a pour les personnes qu'on appelle ceux qui, pas qui maigrent, mais qui, sont pas sédentaires, pour tout ce qui est les vendeurs ambulants ou autres, puisqu'on a encore des gens qui ne sont pas sédentaires en France. Euh, et on a des instituteurs qui ont leur caravane avec l'école, et puis ils suivent ces personnes qui vont faire leurs activités à travers toute la France ou parfois l'Europe même. Voilà. Et donc ça, c'est aux États de décider, parce que c'est très compliqué, surtout que c'est pas obligatoirement des populations, c'est des populations avec des cultures très fortes, très autonomes, et qui sont pas obligatoirement ouvertes à la scolarisation si on les aide pas, hein. Donc c'est sûr que là, il y a eu des écoles nomades aussi en milieu touareg. Là, c'est à l'école à s'adapter, parce qu'on sait qu'il y a des situations où les populations s'adapteront pas. C'est aussi à l'État de faire des efforts en vue d'aider les populations. Parce que ce qu'on sait, c'est que plus on se rapproche de 100% de scolarisation, ce qui n'est pas du tout encore le cas des pays africains pour la plupart, mais c'est le cas du Vietnam. Et moi, je leur avais dit, nous, en France, on a eu ça. Quand il vous reste que 2% à pas scolariser, c'est les plus durs, et il faut mettre encore plus d'argent que pour les autres. C'est ceux qui sont en montagne, là. Personne ne veut aller leur mettre une école en montagne. C'est ceux en France qui sont sur des îles. Et c'est ceux-là, les derniers, ou ceux qui sont à la campagne, mais tout seuls, isolés. Et c'est les 2 derniers pourcents ou 3% qui vont coûter le plus cher. Parce qu'il faut vraiment investir pour pouvoir scolariser les enfants. C'est pas du tout la même chose que quand vous scolarisez en ville, quoi. Et ça, il faut le savoir. Il faut accepter aussi que quand on généralise, à un moment, ça devient beaucoup plus cher de toucher, et beaucoup plus difficile de toucher les 5 ou 10% qui restent, les derniers. Parce que très souvent, c'est des populations qui ont des caractéristiques culturelles, sociales, économiques particulières, on va dire, plus géographiques particulières.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, je me suis peut-être un peu éloignée. Euh, Pas tellement éloigné, mais peut-être à partir d'expériences internationales, peut-être des pays où vous avez eu à travailler, est-ce qu'il existe réellement peut-être des stratégies de financement innovantes qui pourraient être mises en œuvre en Afrique de l'Ouest pour soutenir l'éducation des filles, dont nos États pourraient justement s'en inspirer? Ouais, mais ça, j'ai déjà dit, ce qui marche quand même, ce qui fonctionne le mieux, c'est la gratuité, mais qu'elle soit réelle. On sait que très souvent, moi, je l'ai souvent vu en Afrique, je ne sais pas ce qu'il en est au Sénégal, mais quand j'avais travaillé sur le Covid et la scolarisation avec des collègues, j'ai vu qu'il y avait des problèmes aussi. C'est quand on dit l'école est gratuite, elle doit être gratuite. Il ne faut pas que les enseignants viennent demander sans arrêt quelque chose, ni exiger. Moi, j'ai connu des pays où, eh ben, pour passer à la classe supérieure, il fallait prendre les cours supplémentaires qui coûtent cher. Et ça, il faut vraiment arriver, au moins pour les populations les plus défavorisées, à la gratuité réelle. Ça, au Vietnam, ils ont eu des gros problèmes, hein, parce que officiellement, c'était gratuit. Et je me souviens que moi, je travaille et tout, avec des parents. Et il y a un père qui me dit, ça coûte trop cher l'école. Je lui dis, mais c'est gratuit maintenant au Vietnam. Et il me dit, non, il me sort un carnet où il a payé, il paye sans jarret. Et je dis ça à ma collègue vietnamienne qui était du ministère, qui me dit, c'est impossible, c'est la loi. Je lui dis, le carnet, là, j'ai fait la photocopie, c'est la loi. En fait, dans cette école, mais c'était pratiquement, ils n'avaient plus le droit de demander des frais de construction, des frais de ceci. Eh ben, ils inventaient des nouveaux frais. Là, c'était frais de réparation, ce qui n'était pas dans la loi, donc ce n'était pas interdit, mais voilà, il y avait encore des frais. Et on sait qu'en Afrique, des fois, c'est les copies d'examen. J'ai jamais compris ça. On n'a jamais eu ça en France. Des copies d'examen pour les primaires. Bon, ils prennent pas cher, mais même si c'est une petite pièce de francs CFA, c'est trop cher. Voilà. Et ça, il faut surveiller que la gratuité, elle soit réelle. Mais pour qu'elle soit réelle, il faut aussi que quand l'État dit, bon, les parents ne payent plus, il faut que l'État compense parce que il y a des situations au Vietnam où, en effet, le directeur d'école, il me dit, c'est bien gentil, il nous dit c'est gratuit, mais il ne nous donne pas l'argent que les parents ne nous donnent plus. Donc, euh, promouvoir la gratuité, mais que l'État ne donne pas, ça incite, euh, parce que c'était pas comment malhonnête, hein, c'était pas pour détourner l'argent qu'il faisait ça, le directeur. Surtout qu'en plus, Vietnam, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait un papier et on met un tampon rouge. Donc c'est officiel, c'est officiel. Mais, mais interdit logiquement par la loi. Et ça montre bien qu'il faut vraiment, moi je pense qu'il faut vraiment que ce soit les États ou les régions, s'il y a des recentralisations, ou les communes qui, qui s'investissent énormément à ce niveau-là. Et c'est plus, encore une fois, c'est plus facile pour les populations de participer à ça quand c'est la commune, que ce soit une grosse commune ou une petite commune ou un quartier. Les populations arrivent beaucoup plus à participer que quand c'est l'État qui promet une école qui n'arrive jamais, on ne sait pas trop à qui s'adresser, etc. Donc je pense que les financements, de toute façon, ils doivent venir de l'État, mais aussi pour les pays les plus pauvres et pour ceux qui ont encore une démographie importante où il y a de plus en plus d'enfants à scolariser, rien que par le fait de la démographie. Il y a les aides internationales quand même qui ont permis dans beaucoup de pays de construire des écoles. Après, la gestion des enseignants et tout ça, ça revient aux nationaux. Et c'est là qu'il faut des politiques d'éducation qui soient adaptées, je dirais, aux besoins réels. Mais encore une fois, c'est toujours compliqué de comparer parce que les conditions sont jamais identiques, hein. Même à l'intérieur d'un pays, je l'ai dit, on va pas scolariser de la même façon, aider de la même façon en milieu rural qu'en ville. Dans les quartiers plus ou moins aisés, il n'y a pas les mêmes besoins. Je veux dire, il y a des quartiers même à Dakar, on voit les enfants arriver en voiture, hein, à l'école, hein. Moi, j'en ai vu. Donc, c'est pas comme le gamin qui va faire 1 heure de marche à pied en milieu rural. Donc, c'est vrai que là, il faut adapter à chaque fois en fonction des besoins et insister ceux qui ont vraiment le plus besoin, ceux qu'on sait que si on les aide pas, ils iront pas à l'école parce que c'est tout simplement pas possible. Mm.
Merci beaucoup, peut-être professeur, et peut-être revenir sur peut-être la question des incitations comme les bourses. Est-ce que dans les pays où vous avez travaillé, il y avait par exemple des incitations éducatives, notamment la question des bourses qui peuvent être appliquées dans le cadre du Sénégal et d'autres pays de la Alors, il sous-région? y a, il y a eu, mais ça c'est pareil, c'est beaucoup ont été supprimés. Je crois que c'est le cas du Sénégal aussi d'ailleurs. Burkina, en tout cas, j'en suis sûre. Au moment des passes, on a supprimé beaucoup de. Et ça, c'est dommage parce qu'il y avait des bourses pour les filles qui ont été supprimées. Et pour le Burkina, moi, les enseignants m'ont dit que ça a été catastrophique parce qu'il y a beaucoup de parents qui les ont retirés de l'école à ce moment-là. Mais là aussi, c'était au moment, je rappelle, les plans d'ajustement structurel qui ont été catastrophiques pour l'éducation en Afrique, hein. Moi, j'avais étudié ça au Togo, hein, on passe de 70% de taux de scolarisation à 52 en 4 ans, quoi. Les parents, bah, c'est fini, quoi. L'école, c'était fini pour eux, hein. Ils ne voulaient plus en entendre parler, surtout dans les zones où j'ai travaillé, les zones de coton, où le coton rapportait beaucoup à l'époque. Il suffisait de mettre les enfants au champ, plutôt que de les mettre à l'école où il fallait payer, où en plus il n'y avait plus de débouchés et plus de bourses. Donc ça, les bourses qui ont été retirées au moment des passes pour faire des économies, ça a été un peu catastrophique. Et les bourses, je dirais que c'est pour le secondaire, c'est presque par moment indispensable. Ou au moins fournir permettre les fournitures. Sinon, il y a eu une époque aussi des internats, mais les internats ont pratiquement tous été fermés. Ça, c'était pas mal. Il y avait des internats pour filles, aussi pour des raisons d'économie à l'époque des passes. Alors, faut-il rouvrir? En Tanzanie, ils en ont ouvert des internats pour filles, parce que là, elles sont en sécurité, encore une fois. Une fille, c'est compliqué de la mettre chez un tuteur qu'on ne connaît pas bien. Bon, si c'est la famille qui habite en ville, c'est possible. Mais sinon, les parents ne vont pas avoir confiance. Et là, c'est vrai que les internats, bon, certains sont favorables, mais ça coûte très, très cher. Donc, est-ce que les États, voilà, auront les moyens pour développer de nouveau des internats, entre autres pour les filles, quoi. Parce que sinon, ça, c'est l'un des moyens quand il n'y a pas de possibilité de faire des collèges en milieu rural. euh, de, Mais sinon, les bourses en collège, c'est quand même c'est une grande aide, je dirais, parce que les parents, s'ils ont le choix, entre scolariser un garçon et une fille, ils scolariseront le garçon en priorité s'il n'y a pas beaucoup d'argent, quoi. Mais même en France, quand on fait des études de budget familiaux, on s'aperçoit, argent de poche ou autre, que les parents financent plus les garçons que les filles, quoi. Il n'y a pas grosse différence, hein, comme il peut y avoir dans d'autres pays, en Asie ou en Afrique, mais même en France, hein, il, il y a, sans s'en rendre compte, c'est quand on leur dit, oui, mais là, vous avez financé beaucoup plus pour le garçon. Ah bah oui, mais c'est plus compliqué pour les garçons, pour s'en sortir, on ne voit pas pourquoi. Ils ont toujours D'abord, ils sont étonnés parce que des fois, ils n'ont pas toujours conscience, mais en plus, ils ont toujours des raisons très bizarres. En fait, il faut vraiment leur montrer que, bah si, ils favorisent les garçons, on dépend des filles, voilà. Et donc, ça, les bourses dans le secondaire, et supérieur, parce que là, c'est vous, je crois qu'il l'avait cité, c'est un gros problème. Les filles, il y a des pays, elles veulent même pas engager des études supérieures longues. Elles choisissent plutôt les études courtes, BTS et autres, pour avoir du travail tout de suite, parce qu'elles se disent que elles sont découragées à l'idée que la famille les suivra pas, que ça sera trop compliqué d'arriver à se faire payer des études supérieures. Donc ça, c'est sûr que pour lycée et université, il faut vraiment aider plus les filles que les garçons, quoi, parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Merci beaucoup, professeur. Avant de poursuivre, on va passer la parole à Madame Aminata Digo. Pape, est-ce que c'est possible justement de permettre à Madame Aminata de prendre la parole, ainsi d'activer son micro? Vous pouvez y aller, Oui, Madame Aminata. bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir Bonsoir. de suivre. C'est la première fois que je suis les webinaires, mais je suis en fait une spécialiste de l'enseignement parce que j'ai été professeur de lettres dans un lycée et dans des zones défavorisées. Et ensuite, j'ai eu à coordonner des projets de l'USAID qui ont implanté des collèges dans le Sénégal oriental.
là où sur 2 régions de Tamba et de Kédougou, il n'y avait que 2 collèges en 2000, en 2006. Et maintenant, on est à pratiquement une soixantaine de collèges. Donc, il y a de très grandes disparités, comme l'a dit le professeur, entre les régions. Comparé à la région de Saint-Louis, qui est une zone vraiment à fort taux d'éducation, il y avait énormément de collèges par rapport à d'autres zones. Donc, ce qui fait que la volonté politique et la gratuité, comme l'a dit le professeur, est un élément déterminant parce que sinon, les parents ont d'autres préoccupations que de prendre l'argent et de mettre ça dans les études des enfants, surtout des filles. Je vais terminer par l'expérience que j'ai vécue en administrant le projet de l'USAID. Quand on faisait les enquêtes pour voir quelles sont les filles dans ces villages-là qui sont présentes, qui ont l'âge d'aller au collège et qui n'y vont pas, on était surpris de nous rendre compte que les filles ont eu leur entrée en sixième, qui est un examen très sélectif d'ailleurs, mais les parents ont dit non, vous ne quittez pas le village pour aller dans une autre ville travailler, continuer les études. Juste pour montrer que ce que le professeur vient de dire est tellement vrai. On préfère les garçons, on peut les laisser partir, mais les filles, dans nos sociétés africaines, il faut les protéger. On ne peut pas les laisser aller dans les villes ou même dans un village plus grand parce que c'est une forme de déperdition ou de perte de nos valeurs. Donc, juste pour dire, quand on les a recensées, on les a remis dans le système, elles ont toutes réussi, alors qu'il y en avait qui avaient abandonné depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, vraiment, pour ne pas monopoliser la parole, c'est ça que je voulais partager comme expérience et je vous remercie de m'avoir permis de le faire. Merci beaucoup. Merci Ouais, beaucoup. ouais, je veux juste Allez-y. dire merci à Madame Aminata Djigo parce que c'est vraiment, j'ai essayé d'insister, mais des fois, quand il n'y a pas l'expérience de terrain, les gens ne comprennent pas à quel point c'est important d'avoir une école à côté, quoi, et de pas, même les cadres, des fois, qui sont des urbains, fils d'urbains, comprennent pas que c'est vraiment indispensable. Il faut les infrastructures à proximité. Et là, je suis contente qu'elle ait pu le dire par une expérience qu'elle a vécue. Et voilà. Parce que nous, les sociologues, des fois, on dit des choses où on ne nous croit pas obligatoirement. Mais c'est vrai que quelqu'un de terrain qui va dire, bah voilà, on a pu scolariser les filles grâce à la construction d'un collège ou autre. Voilà. Mais je pense que ça, c'est même pour le primaire, hein, quand je citais le cas du Mali, là, 4,6% encore d'écoles à plus de 60 minutes du domicile, c'est-à-dire que ça fait 2 heures aller-retour. Je peux vous assurer qu'aucune fille de village n'ira faire 2 heures. C'est trop risqué. Les parents n'auront pas confiance. Il n'y a pas toujours un vélo ou quelqu'un qui peut l'accompagner en vélo ou autre. Et c'est vraiment, il faut la proximité, que ce soit les écoles primaires, les collèges et les lycées. Et c'est possible s'il y a, bon là, il y avait une aide extérieure, mais ça veut dire aussi que l'aide a été gérée correctement, c'est toujours ce que je dis. L'aide extérieure, ça elle est mal gérée, ça ne sert pas à grand-chose. Là, dans le cas présent, bah voilà, ça a servi. Mais c'est important de rappeler que c'est vraiment... mais c'est pareil en Asie, hein. Au Vietnam, ils ont quand même fait des gros efforts, je l'ai dit, y compris pour les nomades. Là-bas, c'est plutôt des pêcheurs qui sont nomades. Et ben, ils ont fait des péniches, enfin des espèces de bateaux où il y a l'école. Hein, le bateau, c'est que l'école, quoi. Et le bateau suit les pêcheurs. Voilà. Si on met pas les... Parce que confier les garçons, ça leur arrivait de les confier, mais les filles, on les confie pas non plus là-bas. Parce qu'on se méfie, on n'a pas envie qu'il y ait des problèmes, que la fille soit agressée sexuellement, parce que c'est souvent à ça qu'on pense, et que l'endroit où la fille est en sécurité, c'est quand même près de sa mère, hein, dans toutes les sociétés, que ce soit chez nous, en Afrique ou en Asie, c'est la même chose. Merci beaucoup, professeur. La proximité des infrastructures scolaires qui demeure importante. Et justement, merci à Madame Aminata Djigo pour le cas d'espèce pour le cas justement de la région de Tambacounda. On va prendre Batraoré pour une contribution, une question.
Pape, est-ce que c'est possible d'activer le micro de Batraoré afin qu'on puisse poursuivre? Oui, merci beaucoup Alpha de m'avoir donné la parole. Merci à professeur Marie-France pour toutes ces brillantes interventions. Alors peut-être quand elle abordait la question des langues locales, par exemple au Mali, c'est un sujet qui revient de plus en plus. On a même des spécialistes qui sont pour l'implémentation des langues locales dans l'apprentissage, mais peut-être concrètement, comment cela peut améliorer? On a parlé du cas du Vietnam ou même de la Tanzanie, mais dans une région où on a plusieurs langues parlées par plusieurs personnes, comment s'assurer que les enfants puissent apprendre dans leur localité, parce qu'il y a des chiffres qui prouvent que lorsqu'on apprend dans la langue maternelle, il y a plus d'efficacité dans l'apprentissage. Peut-être pour revenir à la question de financement, ben, comment faire? Par exemple, j'ai étudié comme beaucoup dans les écoles publiques où c'est vrai que c'est gratuit, mais on paye l'inscription annuellement. Et quand je faisais l'école, pour le premier cycle, on était à 3 000 par an. Et au niveau secondaire, c'était 6 000 francs. Et les bulletins, on nous faisait payer 200 francs. Les bulletins, mais aussi souvent de l'eau potable, hein, parce qu'il fallait chercher de l'eau potable, donc c'était 10 francs, 15 francs chaque étudiant. Mais comment faire pour s'assurer que l'école puisse être gratuite et trouver une solution au nombre pléthorique, parce qu'il y a des écoles qui se construisent toujours, mais on reste beaucoup dans les salles de classe et ça a un impact sur la qualité même de l'éducation. Donc, voilà quelques questions que je voudrais poser. Merci beaucoup. Oui, merci pour les questions. Alors, j'avais étudié un petit peu ça, entre autres en Mali, parce que je suis restée 4 ans en Mali, sur le problème des langues. Mais c'est vrai que, alors au Mali, c'était, voilà, le problème qui s'est posé. Au début, il y avait 2 langues. Après, on est passé à 4 quand je suis partie, parce que chaque ethnie après disait, je veux pas être enseignée en Bambara, je veux pas être enseignée en ça. Et quand je suis partie, on était à 8 langues. Donc, ça commence à être compliqué là. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est plutôt du bilinguisme français plus une langue nationale. Mais c'est vrai que en plus, ça peut être demandé ou pas, ça dépend hein, par les populations. Moi, j'ai vu en milieu ruraux, en milieu rural, où des populations disaient non, non, parce que eux, les hommes des politiques, ils enseignent leurs enfants en français. Nous, on veut le français aussi. C'était parce que si vous connaissez, je suppose, Monsieur Traoré, vous savez qu'il y a eu des écoles. Alors comment c'est parce qu'il y a eu tout un tas d'expériences. La première, c'était pas la méthodologie convergente, ça c'est plutôt années 90. Il y en avait une avant, euh, l'éducation expérimentale ou je sais plus. C'était qu'en milieu rural. Donc les paysans se sont dit pourquoi nous on vient nous apprendre les langues africaines mais pas les urbains. Donc ça aussi, il faut que ça soit pas considéré comme je sais pas, quelque chose d'inférieur, quoi. Et c'est vrai que dans les pays que j'ai cités, c'est des pays où majoritairement il y a une langue qui émerge, mais on voit bien que dans certains pays, il y a déjà une langue véhiculaire. Au Sénégal, bon, le Wolof. Au Mali, je pense que ça sera de plus en plus le Bambara. Quand j'y étais, ça commençait quand même. Dans le Nord, on avait du mal à se faire comprendre avec du Bambara. Dans le Grand Nord, parce que moi j'ai travaillé jusque dans la région de Thessalite, on avait quand même du mal. Mais au Mali, j'ai vu ce problème-là, une école qui était passée du français au Bambara. Et je lui ai dit, ça n'a pas posé de problème, il y a des petits peu, mais ils ne viennent pas à l'école. Il me fait, ah ben si, il y en avait 4 qui venaient à l'école, ils ne viennent plus maintenant. Ils venaient pour apprendre le français, mais le bambara, ça ne les intéresse pas. Donc, il y a quand même eu ça, il y a quand même eu des problèmes, on va dire. Mais c'est vrai que sinon,
c'est beaucoup plus... Moi, ce que je voulais surtout citer, c'est que c'est beaucoup plus facile. C'est encore d'apprendre dans sa langue maternelle. Mais en France, il faut savoir que, bon, quand on a commencé l'école, hein, entre les Bretons, les Corses, les Alsaciens, les Corréziens et d'autres provinces, les enfants arrivaient, ils ne parlaient pas non plus le français hein, dans les premières années de scolarisation. Donc, mais c'est aussi un handicap, ça, et la croissance démographique, ça peut être des handicaps dont il faut tenir compte. Et c'est surtout que quand certains ont l'air de dire, bah, il y a du retard, non, il n'y a pas du retard compte tenu des conditions que le développement de la scolarisation dans certains pays euh, a quand même été exceptionnel, hein. Après, il y a le problème de la qualité encore, hein, qu'on n'aura pas le temps d'aborder là, c'est vraiment un thème à part, qualité de l'éducation. Mais c'est vrai qu'il y a eu c'est vraiment, les personnes se rendent compte à quel point les progrès ont été beaucoup plus importants en Afrique que dans certains pays d'Afrique, que par exemple en Thaïlande, où la scolarisation existait déjà depuis très longtemps, où il y avait une langue, où il y avait des écoles. Voilà, et même au Vietnam, bon, il y avait des zones qui n'étaient pas très scolarisées, ils ont dû vraiment faire des efforts, mais ils ne sont pas partis de zéro, quoi. Comme certains pays africains, les pays du Sahel, comme le Niger, le Tchad et le Mali, à l'indépendance, c'est un taux de scolarisation de 10%. Vous vous rendez compte le trajet déjà qui a été fait en si peu de temps. Ça s'est jamais pris en compte. Et c'est pour ça que dire on va s'inspirer des autres, non, les autres, ils arrivent en 60, ils ont déjà 30 ou 40% de scolarisation. Et les pays du Sahel les plus défavorisés, donc euh, Niger, Mali, Burkina, Tchad, ces pays-là arrivent en 1960, pratiquement pas de collège, pas de lycée, et pour certains, pratiquement pas de niveau universitaire, hein. Je rappelle que le Sénégal, là, avec qui on discute actuellement, était quand même favorisé parce qu'il avait les écoles coloniales, les écoles supérieures coloniales, et ce qui explique aussi qu'il y a eu plus de Sénégalais formés à haut niveau que, par exemple, au Tchad, où les Tchadiens devaient aller à Dakar du temps de la colonisation pour pouvoir poursuivre des études secondaires avancées. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci également à Batraoré pour ces questions très pertinentes. Professeur, avant justement de redonner la parole aux participants pour les questions, je vais vous poser une dernière question. Le contexte étant qu'entre 2019 et 2023, nous sommes passés de 1700 à plus de 9000 écoles fermées en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et le Burkina Faso, qui est particulièrement touché avec une intensité rare durant cette période-là, et qui représente justement la moitié des écoles fermées avec plus de 6100 écoles fermées. Alors, je m'en vais vous poser la question de savoir, dans ces contextes de crise, avec des conflits, des déplacements de population, où le Burkina atteint justement en 2023 plus de 2 millions de déplacés, de pandémie aussi, dans certaines mesures où le pays, la sous-région a été frappée, notamment la Guinée entre 2014. Et quels mécanismes ont permis à d'autres pays de maintenir les filles à l'école ou de favoriser leur retour en classe après des interruptions dues aux conflits, aux déplacements, aux pandémies? Et comment peut-on s'en inspirer en Afrique de l'Ouest? Alors, moi, je le rappelle, c'est quand même, c'est pas su, c'est rarement su, mais c'est quand même l'Afrique qui est la plus touchée actuellement par ces contextes de crise et surtout par la multiplication. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a eu Ebola pour certaines régions, des écoles fermées, hein, des populations qui se sont déplacées. Après, il y a eu la Covid-19 qui a touché quand même, certains pays ont fermé les écoles pendant un an. C'est le Rwanda, je crois, qui a fermé pendant un an. Enfin, des choses un peu catastrophiques. Ça, c'est aussi catastrophique pour les filles parce que c'est plus dur de les faire revenir à l'école que les garçons après, hein, quand on ferme longtemps. Bon, l'un des pays les plus touchés, c'est le Tchad, quoi. Le Tchad, il y a tous les malheurs du monde qui lui tombent dessus. Il y a eu une grosse sécheresse, après des inondations,
il y a eu Boko Haram, la population qui habite près du lac Tchad, ça c'est ce qu'on appelle les DPI, les déplacés intérieurs, qui ont donc quitté et donc plus d'écoles, il faut en faire d'autres. Et ils ont eu les Camerounais du Nord qui se sont réfugiés, plus les Soudanais de l'autre côté aussi, un peu plus loin, avec la guerre au Soudan. C'est l'un des pays qui a le plus de déplacés internes et de déplacés externes aussi. Deuxième chose, beaucoup de pays maintenant comptent aussi ce qu'ils appellent les retournés, c'est-à-dire les gens qui travaillent à l'étranger et qui se font expulser ou alors qui partent parce que le pays où ils sont est en crise. Donc, il y a maintenant il y a des financements et que ce soit j'ai vu les chiffres du Burkina, du Niger et Mali, j'ai pas réussi à les avoir récemment parce que je faisais un article dessus. Et maintenant, on comptabilise les écoles fermées parce que avant, on ne le savait même pas. Des écoles, les enseignants dans la région où j'avais travaillé, dans le nord du Mali, là, dans la région de Gorom Gorom, il y a eu 2 ou 3 enseignants égorgés et décapités devant les élèves, d'ailleurs, et tous les enseignants sont partis terrorisés, et il n'y avait plus d'enseignants dans les écoles. Donc, parfois, ce n'est pas l'école qui est détruite, hein. Des fois, l'école est détruite par les djihadistes, mais des fois, c'est juste que les enseignants ont trop peur et ils s'en vont. Et on peut comprendre que quand on a un collègue égorgé et décapité, on n'a pas trop envie de rester dans une école un peu isolée, tout seul. Donc, d'abord, c'est les recenser, c'est ce que j'ai dit, et ça, c'est fait maintenant. Il y a des financements. Alors, c'est l'ONU, tout ce qui s'occupe des déplacés intérieurs et des réfugiés, qui s'occupe de financer un petit peu, de savoir. Mais une fois qu'on sait qu'une école est fermée, la réouvrir, c'est pas toujours possible. Quand c'est possible, c'est ce qu'ils font actuellement au Burkina. Il y a des régions, ils arrivent, il y en a d'autres, non. C'est de réouvrir l'école et que les populations acceptent de revenir. Des fois, elles ne veulent pas revenir parce qu'elles se sentent en insécurité. Ensuite, il faut savoir où vont les gens. Alors ça, j'ai pas vu de pays, ceux que j'ai étudiés, donc les 3, Tchad, Mali et Burkina et un peu Niger, qui s'intéressaient où se trouvent les anciens élèves. Ce qu'on sait, moi j'ai travaillé sur les statistiques du Burkina, ce qu'on sait, c'est qu'il manque 300 000 élèves. Ils ont disparu d'une année sur l'autre, hein. Normalement, les effectifs, ils ne peuvent encore qu'augmenter dans ces pays-là, puisque la croissance démographique est importante. Et là, il nous manque 300, 400 000 élèves. J'avais écrit aussi sur les taux de scolarisation de certaines régions du Mali, c'est catastrophique, quoi. On est passé de 40-50%, c'était pas énorme, c'est les régions du Nord, mais on est passé à 10-15%, quoi. Ça veut pas dire, pour la région, ça veut pas dire que tous n'ont pas été rescolarisés ailleurs. Mais ça, c'est pareil, on les suit pas. Donc, il faut vraiment mettre en place, savoir où sont les populations, quels sont leurs besoins. Et ça, au Tchad, ça avait été assez bien fait, mais il faut dire qu'ils ont été envahis à la fois par les migrants extérieurs, les réfugiés extérieurs, ceux qui quittaient le Soudan, entre autres, et par leurs réfugiés, leurs déplacés intérieurs. Donc là, ils ont eu beaucoup d'aide pour construire des écoles sécurisées, dans des endroits sécurisés. Et, et là, dans ce cas-là, c'est pareil. Les filles, elles reviennent à l'école, mais ça, tous les rapports le disent, à condition que les conditions de vie dans les camps de réfugiés soient acceptables, quoi. Quand il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'eau, enfin, etc., c'est pas la première nécessité de remettre un enfant à l'école, hein. Donc, je le dis enfin, là, justement, de mon PowerPoint, même en l'absence de crise, la scolarisation des filles pour les familles les plus pauvres, les plus défavorisées, elle demande un environnement minimum, c'est-à-dire pouvoir manger à sa faim, pouvoir se loger, pouvoir être en sécurité. La sécurité pour les filles, c'est indispensable. On sait très bien que bon, tout le monde connaît l'histoire de Boko Haram et des filles enlevées dans les écoles ou dans les internats. Donc là, la sécurité, c'est encore plus indispensable pour les filles. Il faut vraiment cet environnement favorable et ensuite pouvoir construire des écoles et même l'UNICEF, ce qu'ils font, par exemple, des fois, ils n'ont pas le temps de construire, mais même une grande tente pour faire l'école avec un peu de mobilier, plus les enseignants, évidemment. On peut déjà
empêcher que les filles quittent définitivement le système scolaire, parce que les filles, il faut les remettre très vite à l'école si on ne veut pas qu'elles abandonnent définitivement. Merci beaucoup pour cette réponse précise et qui revient justement sur la question des crises en Afrique de l'Ouest et qui mentionne justement cette région du monde comme l'une des régions les plus touchées par les crises de déplacement, par les conflits. Et nous allons poursuivre et pour cela, nous allons prendre quelques personnes qui aimeraient justement intervenir, contribuer ou poser des questions directement au professeur Madame Marie-France Lange. Mais avant cela, nous avons une question de M. Yacouba Tengueri, qui dit tantôt, dans quelle mesure les pays dirigés par les régimes militaires sont-ils moins favorables à la promotion de l'inscription des filles à l'école? Est-ce possible d'avoir une petite comparaison entre le Sénégal et le Gabon? Alors, moi, je comparais plutôt le Sénégal avec les pays à peu près, disons, avec les mêmes ressources déjà économiques. Donc, par exemple, avec le Togo. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà euh, les financements qui ont été différents pour la scolarisation des filles. Et puis, il y a aussi que au Togo, en fait, ça c'est connu avec celles qu'on appelait dans les années 80 les Mama Benz, là, les grosses commerçantes togolaises. Et c'est vrai que les filles se disent, nous, on a des débouchés très rapides, c'est pas la peine d'aller faire euh, comment d'aller faire des études supérieures qui vont coûter cher alors qu'avec le commerce on peut gagner beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas toujours vrai parce que là les dernières études justement sur les fameuses Maman Benz là ça montre que les filles maintenant font aussi des écoles de commerce pour pouvoir faire du commerce quoi. Donc ça n'a pas toujours été évident. Je comparerais aussi un pays je dirais, euh, parce que le Gabon, c'est incompréhensible, hein, c'est un pays riche, c'est parce que, bon, bah voilà, les pays, on dit souvent, les pays, on va voir le Sénégal maintenant qui va avoir la rente pétrolière, mais que c'est la catastrophe, quoi. Les rentes des pétrolières ou autres, ça sert juste à maintenir, en fait, au pouvoir des élites militaires ou autres qui pensent que, bon, à leur profit personnel, on va dire. Et c'est vrai que dans des pays comme le Burkina, où il n'y avait pas de rente, que ce soit pétrolière ou autre, il y a un petit peu d'or, mais très peu. Et bah, disons que c'était quand même mieux géré que au Gabon, où on voit le Nigeria aussi, où c'est un peu catastrophique, la rente pétrolière, elle n'est pas... Enfin, un pays comme le Nigeria, avec la rente pétrolière qu'ils ont, ils auraient dû déjà pouvoir développer l'éducation partout, ce qui n'est pas complètement le cas. Donc, c'est toujours compliqué de comparer. Là, on sait que c'est, par exemple, les 3 pays du Sahel, on sait que c'est la catastrophe parce que, enfin, là, au Mali, on a vu qu'il y avait encore des nouvelles accusations. Passent leur temps, en plus, à essayer de se prendre le pouvoir entre eux, quoi. Donc, on se demande quand est-ce qu'ils vont se calmer et puis se dire, on a une population, on va s'en occuper. Moi, je dis que c'est pas un hasard si le Sénégal est celui qui réussit le mieux. C'est depuis l'indépendance, il n'y a pas eu un coup d'État. Depuis l'indépendance, il n'y a pas eu une dictature militaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de détournement hongrois, mais on n'est pas du tout dans des situations. Là, le Mali, ils vont passer leur temps à s'arrêter les uns les autres, quoi. Là, c'est entre copains hein, qui s'arrêtent, hein. Et ça, on sait pourquoi. Il y a les rentes au Niger, maintenant qu'ils ont le pétrole, c'est la catastrophe parce que la rente, bah voilà, tout le monde va vouloir se l'approprier. Donc, je pense que euh, c'est difficile de comparer les pays entre eux parce qu'ils ont des histoires politiques différentes. Mais c'est vrai que, enfin, on espère qu'au Sénégal, ça va continuer comme ça. Pour l'instant, c'est quand même un des pays qui a réussi, qui réussit encore. Je veux dire, le Sénégal, il y a eu une petite crise Ebola, mais tout le monde a dit ils ont géré ça de façon exceptionnelle, quoi. Après, il y a eu la Covid-19 qui a été très bien gérée aussi alors que d'autres pays sont incapables de gérer ça. Et c'est pas un hasard, c'est des pays où l'administration fonctionne pas bien, c'est des pays
bon, disons, il y a plus de corruption. Quand il n'y a pas de démocratie, c'est difficile de dénoncer la corruption. Donc l'argent de l'éducation passe à autre chose. Euh, et donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas, je veux dire, on peut pas dire que ça soit un hasard que le Sénégal réussisse là où les Maliens échouent. Mais les Maliens, ils ont connu combien de dictatures? Je ne sais pas, ils en sont à la troisième, je crois, actuellement. Donc, c'est compliqué dans un pays où les gens ne peuvent pas critiquer, où les gens peuvent détourner en toute impunité. Euh, c'est quand même beaucoup plus facile. Après, il y a des pays, bon, c'était pas une démocratie comme le Burkina, mais il y avait au moins des syndicats libres à l'époque. Là, ça n'existe plus. Une presse qui était très libre. Moi, j'étais étonnée parce qu'il y avait quand même, là aussi, on n'était pas en situation démocratique, mais une presse libre, il y avait une presse libre, il y avait des syndicats indépendants et opposés au gouvernement. C'était quand même pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de presse libre. Ça veut dire que Madame, Madame le professeur, est-ce que c'est possible de revenir sur la question justement de l'éducation concrètement en comparant justement ces deux pays? alors, lesquels pays vous voulez comparer? On parlait tantôt de la comparaison entre le Gabon et le Sénégal. Ouais. Mais déjà, le Gabon, il faudrait qu'il soit capable de sortir des statistiques correctes, quoi. Même ça, là, je le disais aussi pour les contextes de crise, ou je l'ai dit pour un autre endroit, il faut une gestion scolaire efficace. Or, quand il n'y a pas de cadres dans les ministères qui font leur travail, pas de cadres formés, on est déjà en difficulté, quoi. Et là, c'est vrai que le Gabon, moi, je me souviens, il y avait les écoles, au moment où ça marchait encore, il y avait des écoles régionales. Et l'urbanisme, par exemple, c'était au Togo. L'école d'urbanisme, c'est un peu tombé, ça c'est dommage parce que ça fonctionnait pas mal. Et les seuls qui payaient leurs cotisations régulièrement, c'était les Gabonais parce qu'ils avaient l'argent. Et donc, ils étaient obligés d'accepter les Gabonais qui étaient les plus nuls, quoi, comme d'habitude. Pas du tout le niveau par rapport aux Togolais, aux Sénégalais et autres, mais qui, eux, étaient moins réguliers, les États, pour payer leur... Donc ça, c'est vraiment un problème chez eux. Et on voit bien parce que, bon, la rente pétrolière, on peut pas dire que ça les a vraiment aidés, quoi. Mais parce ils n'ont pas su la gérer non plus. Euh, Mais- Merci beaucoup, professeur, d'être revenu justement sur cette question de Monsieur Yacouba Tengueri. On va passer à une toute dernière intervention avant que je ne puisse rendre la parole à ma collègue Mariam Sissé. hmm. Pape, est-ce que c'est possible d'activer le micro de Madame Nadia Nahman? C'est ça. Désolé pour la prononciation. Pas de mal, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Oui, bonsoir. Merci, Madame la professeure, pour ce brillant exposé et merci à toute l'équipe Wati pour l'organisation. Alors, j'ai trois petites questions à poser. Je vais aller très rapidement. En ce qui concerne les jeunes filles qui, pour des raisons liées à la contraction de grossesse non désirable ou bien d'autres choses, est-ce que les dispositifs éducatifs des écoles de la seconde chance, tels qu'on peut les expérimenter en France, peuvent constituer des alternatives, comment dire, des passerelles, je dirais pas des substituts à une scolarisation classique, mais peut-être une autre voie, une alternative à creuser pour des élèves qui seraient complètement en décrochage pour des raisons, les raisons que l'on peut tous deviner ici. Ça, c'est la première question. Et en ce qui concerne la seconde question, en matière d'incentives, on parlait des paysans qui, euh, qui s'opposaient à ce que, notamment au Togo, hein, vous avez cité l'exemple du Togo et vous avez mis en évidence les difficultés, comment dire, l'impossibilité dans un État autoritaire de contraindre les parents réticents à scolariser leurs enfants. Alors, dans ces conditions, lorsque les enfants constituent une main-d'œuvre domestique, agricole importante, quels sont les autres mécanismes d'incitation que l'on peut développer hormis, par exemple, je ne sais pas, la mise à disposition de fournitures scolaires ou la gratuité, par exemple. Et enfin, troisième question,
Je sais pas, j'ai fort malheureusement raté la première partie. Il a fallu que je récupère mon petit à l'école. Mais est-ce que vous avez parlé des Gender Responsive Budget, les GRB, et est-ce que vous avez eu connaissance d'études où cette budgétisation sensible au genre a impacté positivement la scolarisation des jeunes filles? Merci, madame. Oui, alors, bah, merci pour vos questions. Alors, je vais commencer par le troisième parce que j'avais abordé ça un petit peu sur le cas du Bénin. En fait, moi, je pense qu'il faut adapter le discours sur le genre, ça peut bloquer, hein. Donc, il faut l'adapter et puis passer, là, je l'avais déjà dit dans le livre publié en 98 là, sur la scolarisation des filles, il faut l'adapter au discours, je veux dire, qui soit acceptable culturellement dans le pays, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec des discours de genre qui ne correspondent pas. Voilà. C'est euh, Par exemple, moi, je me souviens de formations que je trouvais très bien faites, donc par des Africaines, évidemment, où elles disaient pas, bah voilà, ça va libérer la femme, parce que ça fait peur, aux parents pour qu'ils scolarisent. Elles disaient, et ça marchait, hein, elles disaient, voilà, vos garçons, vous les scolarisez, après, ils vont fonder une famille, ils vont garder leur argent pour eux, alors que votre fille, elle va vous aider, et ce qui est tout à fait vrai en plus. Moi, j'ai souvent vu des filles scolarisées qui considèrent que c'est le mari de s'occuper de la famille et qui aident par contre la mère ou la grand-mère ou les petites sœurs. Donc, voilà, il y a une façon d'adapter les discours, il faut faire attention. Alors, les grossesses, bon, je crois que dans la plupart des pays africains maintenant, on ne voit plus les filles, enfin, tant qu'elles peuvent y aller. Euh, Tandis qu'avant, dès qu'une grossesse était visible, euh, elles étaient renvoyées de l'école, elles ne pouvaient plus revenir, elles n'avaient plus le droit d'y revenir. Donc, il y a des choses quand même positives qui ont été faites là. Je ne crois plus qu'il y ait actuellement en Afrique, enfin en Afrique francophone et en Afrique anglophone, pareil, des cas où on met à la porte d'un lycée ou d'un collège une fille et, et on la reprend pas après. Donc, il y a des possibilités pour les filles de reprendre, mais on sait très bien que c'est quand même très compliqué. Disons, moi, il n'y a plus l'interdiction, c'est déjà un progrès. Il n'y a plus l'interdiction voilà. Alors, pour la main-d'œuvre, c'est tout, ça, c'est pareil. C'est pour ça que j'insistais sur les infrastructures en général, et entre autres l'accès à l'eau, parce que quand même, et les modes de chauffage, parce que quand même, les deux corvées des femmes, c'est l'eau et le bois, hein. Voilà. Et quand on fait par exemple, je me souviens c'était une association américaine qui voulait scolariser les filles. Bon, elles avaient pensé à la pompe à eau et j'avais dit, il faut penser au bois parce que les femmes passaient 2 heures parfois par jour pour aller chercher le bois pour faire la cuisine le soir. Et donc, c'était là qu'il y avait des Togolais qui avaient proposé les foyers améliorés où on consomme moins de bois. Voilà. C'est des choses comme ça. Enfin, surtout en milieu, rural, c'est des petites choses comme ça par rapport à la main-d'œuvre qu'on peut faire, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des cultures, la culture du coton, moi j'ai vu, c'est incroyable, quoi. C'était que les enfants sont exactement à la bonne taille pour ramasser en plus. Par contre, il y avait une excellente formation en expliquant aux chefs de famille qu'il fallait pas qu'ils mettent parce qu'il y a beaucoup d'insecticides et de pesticides, parce qu'il y a beaucoup de parasites sur le coton, et qu'il fallait pas que ce soit les enfants. Donc ça, les enfants ne le faisaient pas. Mais par contre, la récolte du coton, ils le faisaient, hein. Mais au Cambodge, on avait le problème des enfants qui vont glaner dans le champ. C'est une fois qu'on a récolté le riz, ils vont ramasser les petits riz qui restent. Et là, c'est pareil, quand c'est des gens qui ont faim, eh ben, il y a 3 semaines, ils ne vont plus à l'école, ils ramassent le riz qui traîne par terre dans les champs. Et ça, c'est compliqué quand les familles sont vraiment très pauvres. Là, il faut augmenter et c'est ce que font certaines ONG localement, les ressources pour la population avec du maraîchage, avec des techniques un peu plus
quand même, on est passé dans beaucoup de pays à la houe toute simple, avec l'attraction, avec soit le bœuf, soit l'âne, soit le cheval. Et déjà, ça économise. Ça a été pareil en Europe, hein. Quand on a modernisé un peu l'agriculture, on a économisé énormément les enfants. Parce que nous, si on avait juillet, août, septembre avant de vacances scolaires, c'était uniquement pour les enfants d'agriculteurs, pour qu'ils aillent faire les récoltes. Parce que les paysans en avaient encore besoin en France, même en 45, 50. En 1950, il y avait encore beaucoup d'enfants de paysans qui allaient aider les familles au champ. Et ça, c'est vrai qu'en modernisant un peu l'accès à l'eau, euh, euh, les problèmes de chauffage aussi, etc., pour la nourriture ou autre, on peut diminuer le besoin en main-d'œuvre féminine, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Madame le professeur Marie-France Lange pour toutes ces réponses. Merci également à Madame Nadia pour ces questions. C'était tout pour moi. C'était un plaisir justement d'échanger avec vous. Je vais laisser le soin à Mariam pour la toute dernière partie de notre webinaire. Merci beaucoup, Alpha. Merci, Madame Marie-France Lange. Je sais qu'on a dépassé le temps d'une vingtaine de minutes, donc là, on va essayer d'aller rapidement vers la conclusion et peut-être juste revenir vers vous, professeur, avec des recommandations très rapidement, 2 ou 3 recommandations qui sont selon vous les plus pertinentes et que vous feriez aujourd'hui aux décideurs politiques notamment, mais également aux différents acteurs pour des politiques et initiatives éducatives qui soient en faveur du maintien des filles à l'école et qui soient les plus efficaces en Afrique de l'Ouest. Juste très rapidement pour conclure. Oui, bah, rapidement, je vais redire un petit peu ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire, les infrastructures à portée de la main. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas possible de faire même une petite fille de primaire 1 heure de trajet pour aller à l'école, elle n'ira pas, ça c'est sûr. Donc, des infrastructures, ça a été dit aussi par madame qui est intervenue. Les collèges, il faut que les filles aient des collèges. Ça, c'est primordial, les infrastructures scolaires. Mais aussi, on vient de rediscuter, si on veut limiter le travail des enfants, etc., pour qu'ils puissent aller à l'école, et en particulier les filles, il faut des infrastructures, au moins une pompe à eau, que les femmes ne fassent pas 2 kilomètres pour aller au marigot chercher de l'eau, quoi, avec une cuvette. Parce que là, on a besoin des petites filles et c'est surtout les petites filles qui vont faire ce travail. Donc, il y a vraiment des investissements à faire, donc des investissements d'infrastructures en général, mais aussi pour des écoles à proximité. Ça, je pense que c'est le premier. Deuxième, il faut aussi, dans les zones les plus défavorisées, penser à, par exemple, simplement de donner le repas gratuit une fois par jour. Ça suffit pour que les parents se disent, bah, il n'a pas besoin de travailler et au moins à midi, il mange, quoi. Donc ça, c'est les cantines scolaires. Ça avait arrêté par un moment, ça a repris. Dans certains pays, c'est vraiment indispensable dans les cas des populations les plus défavorisées, c'est-à-dire les pays plutôt du Sahel où on n'a qu'une seule euh, saison culturelle, il n'y a qu'une saison humide. Et là, c'est vraiment indispensable d'avoir des aides de ce type. Ensuite, je pense que on n'a pas beaucoup, on en a parlé, la qualité de l'éducation, mais c'est vrai que ça doit être un sujet qui doit être abordé parce que l'école, ça doit pas être juste pour dire, bah voilà, on attend une taux de scolarisation, mais se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont appris et est-ce que ça leur sert ensuite, aussi bien dans leur vie de citoyen, parce qu'on va pas à l'école juste pour trouver du travail, ça aussi. Ça, les populations le comprennent très bien, hein, parce que moi, j'avais des pères qui me disaient, voilà, là, je reçois une lettre de mon fils, je peux même pas la lire, c'est privé, je suis obligée d'aller voir quelqu'un qui va lire ma lettre. Et c'est pour ça que lui, il avait scolarisé, y compris une fille, d'ailleurs pas toutes, mais une fille de sa famille, en disant qu'elle pourrait aider sa mère à lire les lettres. Donc ça, maintenant, c'est quand même bien perçu, mais il faut quand même le rappeler. Mais je pense qu'il y a des investissements indispensables à faire en infrastructure en général et en infrastructure scolaire. Ça avait été dit par l'intervenante que même quand on a des très bonnes élèves qui réussissent le passage, il y a des pays comme le Burkina, c'est certificat d'études, plus l'examen d'entrée en 6e, c'est des examens très difficiles, les filles réussissent et elles s'arrêtent parce que
c'est pas possible, quoi, de continuer à un collège qui se trouve à 10 km, 20, 30 km. Voilà. Merci beaucoup, professeur, pour ces recommandations qui sont quand même très spécifiques et actionnables. Donc, investir beaucoup dans les infrastructures, notamment scolaires, pour assurer la proximité des établissements aux jeunes filles. Investir aussi dans les coûts de l'éducation en les réduisant pour les familles, pour qu'elles soient beaucoup plus enclines à envoyer les filles à l'école, mais aussi voir des modèles d'innovation, des travaux qui sont faits, du travail qui est fait par les filles dans les familles pour qu'elles puissent aller à l'école et inciter aussi les communautés à comprendre l'importance de l'éducation pour les enfants. Merci à tous les participants qui nous ont suivis depuis 15 heures et à ceux qui sont restés malgré le dépassement du temps. Rappelez juste que l'enregistrement de ces discussions sera disponible et sera publié sur la page YouTube de Wati. Vous pouvez également retrouver d'autres discussions qui ont été menées depuis janvier 2024 sur la transformation et l'amélioration des systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest de façon générale, avec plusieurs thématiques qui ont été couvertes jusque-là, disponibles sur le site de Wati, www.wati.org, avec les enregistrements de ces discussions et des documents quick, qui sont un peu des documents de résumé qui reviennent sur les discussions avec les différents constats et les principales recommandations qui ont été partagées. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie et on se donne rendez-vous pour une autre discussion de Wati sur une autre thématique. Merci beaucoup et au revoir.